Si t'as un athlète qui a été contrôlé positif, tu peux annuler sa participation. Clairement, ça sera le cas. Est-ce que ça sera rendu public de leur côté? Encore une fois, je ne crois pas. Par contre, les résultats me seront communiqués, ça c'est sûr. Mais nous, on a la même attention pour les impairs que pour les élites. Et donc, à la fin, quand tu fais tous ces testings, que tu essayes de tout faire pour le scoring, etc., ta seule solution, c'est ça. Tu vois, ça fait 12 ans que je fais du crossfit et clairement, là, j'ai vu une autre limite de mon corps. J'ai subi de fou, mais c'était stylé de fou. Tu veux acheter un GHD? Toujours pas. Quand même pas dans le garage. Nous, ça nous tient à cœur de reparler quand même de l'histoire du WOD 2. On a envie un peu d'avoir des réponses. Et pourquoi tu as voulu mettre en place ce WOD? Et ensuite, ce qui s'est passé dans la soirée et qui a amené à la décision par la suite. Sûrement pas la politique de la maison de dire attends, parce que des élites nous Non, ont mais- dit ça. Non, c'est pour tout le monde pareil. Élite, inter, ce que tu veux. Est-ce qu'on peut déjà parler de ce qui va se passer et surtout quelles leçons vous prenez et vous emmenez en 2026? Bonjour à tous et bienvenue sur le TAP Podcast numéro 4. Aujourd'hui, on est chez Mika avec Romain, Jocelyn et Mika. On va faire un gros débrief du coup de l'édition 2025. Romain, t'es un vétéran maintenant des TAB. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette édition 2025? Et bonjour tout le monde déjà, bonjour les gars. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'édition 2024 Vous avez monté d'un cran encore plus que par rapport à l'année dernière. Moi, je me souviens à l'époque du tout début où on était à CrossFit Nîmes tous ensemble. Est-ce que ça te manque cette époque du goudron et du parking? En vrai, oui, c'est de la une nostalgie. époque où je pense que Mika, il pourra vraiment le dire, il s'en souvient, c'était fou l'ambiance. Mais comme je lui ai déjà dit en réel là cette année, c'est que ce qui fait la particularité des affiliates, c'est qu'il a réussi à garder cette énergie en fait de salle, mais dans une grosse salle en fait. Okay. C'est ça qui fait que les affiliates, ça reste les affiliates. Et franchement, c'était monstrueux cette année. Toi, Mika, t'es d'accord avec ça? T'as réussi, tu penses, quand tu vois l'event de l'intérieur, à garder cet esprit salle box qu'on retrouve un peu au Back from Holidays, mais dans une énorme arène? Ouais, je crois que le pari, c'était ça, quand on a voulu déplacer les tables de CrossFit Nîmes, c'était d'arriver quand même à avoir encore, de faire en sorte que les gens puissent malgré tout pack up, tu sais, juste à côté des athlètes. On a de la chance que le Parnasse soit une salle où le public est assez proche, tu sais, ils sont pas à 100 mètres. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Donc je pense que tout cet aspect-là fait qu'on a réussi à garder ce côté, on s'est professionnalisé, mais en restant avec un très bon délire avec les athlètes, très proches d'eux. Ouais. Et ça marche pour le public parce qu'ils sont fiers et contents d'être proches des athlètes. Et les athlètes, inversement, ils ont cette énergie qui est renvoyée du public. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est un truc qui fonctionne. Ouais. C'est aussi pour ça que jusqu'à présent, tu maintenais à garder un floor. Tu voulais un floor pour que toute l'énergie soit concentrée sur un floor. Et que là, cette année, on a fait du coup le pari d'avoir un deuxième. Ouais. Ça, tu trouves que c'est un risque pour une compétition de faire un deuxième floor, justement, quitte à diviser le public, diviser l'attention? Ouais, c'est un risque parce que déjà, quand tu penses à l'expérience athlète, tu as une seule envie, c'est que l'athlète il soit regardé. Parce que lui aussi, il est là, il a envie de cette énergie. Si jamais tu commences à faire deux floors et que finalement, le public va aller peut-être vers les élites, et ben c'est dommage parce que le but, c'est que tout le monde puisse avoir cette énergie-là. Donc, tu commences à mettre un peu une problématique que tu soulèves. Et l'idée, c'était d'arriver à faire en sorte de mettre un deuxième floor, mais qu'à chaque fois qu'il y ait un floor, tout le monde soit, qu'un WOD soit sur un floor, tout le monde ait cette visibilité-là. Donc, ça n'a pas été évident cette année. On va sûrement en parler de ce deuxième floor extérieur, qui était, je trouve, une bonne idée. Est-ce qu'à l'exécution, ça s'est très bien passé? Non. Mais on va y revenir, je pense, et le pourquoi du comment, où malgré tout, il y a eu un WOD, je trouve, exceptionnel du vendredi soir dessus. Ouais. Et puis, cette zone snatch qui était un petit peu plus complexe, mais on en parlera après. Ouais. Et toi, Jocelyn, tu trouves que là, 2025, on a pété tous les compteurs en termes d'événementiel, de sportifs, même au niveau de la programmation? Toi, tu penses que tu as livré là la meilleure version des tables possible? C'est dur à dire, en vrai. Tu vois, faut toujours, ça va servir aussi aujourd'hui de pouvoir débriefer sur tout ça, parce que ce qui compte beaucoup, c'est la vie des gens aussi. Parce qu'après, t'as beau avoir l'impression toi-même d'avoir fait telle ou telle chose, au final, est-ce que ça a été perçu comme tel? Mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que d'année en année, on a toujours la même intention, en fait, de garder ce folklore qui est là depuis le début, en 2016, et qui a été créé à CrossFit Nîmes avec Mika, avec Julien aussi à l'époque. Et ça, c'est le plus important, en tout cas, que tout le monde se sente estimé. Ça, pour moi, c'est vraiment le critère numéro 1, quoi. Ouais, tu vous tenez à chaque fois, dans les discussions, ce qui revient pas mal, c'est que tu veux que l'athlète soit considéré sur son week-end. C'est pour ça qu'il y a le fameux check à l'entrée de chaque WOD. C'est vraiment dire on te respecte jusqu'à l'entrée du WOD et même du coup après à la sortie. C'est vraiment ultra important. On demande souvent aux athlètes, toi, par exemple, Romain, qu'est-ce que tu fais la semaine avant l'étape en termes d'entraînement? Comment ça se passe? Déjà, je travaille. Voilà. Non, après, j'essaye toujours de poser un peu de repos au niveau des gardes.
mais qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je vais pas charger comme un bœuf au niveau des barres. Tu voulais pas faire les qualifiers des World Fitness par hasard? Alors cette année, oui, en même temps. Voilà, on a eu la petite discussion avec Jocelyn au niveau au French. Une bonne prépa, ça. Hein. Ça aurait été une bonne prépa. Ouais, je pense qu'il y avait un WOD, ce cardio, ça a passé, mais ça aurait fait mal. Surtout quand tu as cherché une qualif. Mais non, en vrai, moi, tu ralentis un peu, tu t'entraînes moi jusqu'au jeudi, parce que je suis parti à CrossFit Nîmes jeudi. J'ai fait un peu de snatch à 100 parce que je savais du coup qu'il allait avoir une RM snatch, juste pour maintenir la tension nerveuse. Et après, j'ai pas vraiment juste eu des sons au niveau des barres, mais je maintiens l'entraînement. En vrai, il n'y a pas de particularité, non. Ouais. Est-ce que tu as pris un petit coup de pression quand Jocelyn t'a call out sur le petit réel qu'on avait fait? Et tous là, franchement, je suis arrivé aux tables et là, mon frère il me dit ah ouais. Et là, je dis ah ouais. Là, c'est chaud. Ils sont nombreux. Ouais, là, cette année, c'était vraiment, c'était un honneur pour moi. En vrai, je pensais pas qu'on allait mettre un gros billet sur moi. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense qu'on reviendra dessus. Mais non, franchement, j'arrive avec une pression déjà personnelle parce que je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Et là, en plus, j'arrive avec des billets sur moi et toi, c'est quelque chose, double la pression. C'est un truc qui va t'élever sur le jour J ou sur le week-end, ou c'est justement un truc que t'as besoin de te recentrer sur toi-même et tout pour passer un peu au-dessus? Ouais, j'ai toujours du mal à me lancer. Je pense que et ça, je l'ai vu là ces dernières années. J'ai du mal à me lancer dans la compétition. Ça dépend en fait de quel WOD va sortir en premier. Et après, une fois que je suis chaud, je suis un vrai diesel en fait. Pourtant, j'aime les essences, hein, mais ouais, non, je suis un vrai diesel. J'ai du mal à me lancer. Une fois par contre que je suis lancé, j'arrive à tenir bien sur la durée, quoi. Et là, cette année, ça a été encore le cas ou? Et là, cette année, du coup, non, je suis parti vraiment bien. Et jusqu'au WOD 7 où là j'ai eu un down complet. Après c'est plus la particularité du WOD 7 en fait. Mais maintenant, même à la fin, le burpees clean, j'en avais sous le pied quoi. Je pense avoir donné un truc que j'aurais potentiellement pas fait à l'entraînement si j'avais su le WOD, tu vois. Ouais. Ce WOD 7 où finalement tu t'es dit pour le tout et si ça passe, t'es là et c'est ok. Ouais. Ben ouais, WOD 7. C'était le nom du WOD, hein. Never fall, te couche jamais. Tu mises et tu vois ce que ça donne à la fin. Ouais, c'est ça. En fait, en plus, j'étais à 3 points de Antoine pour reprendre potentiellement le lead. Je me suis dit, bon, coup de poker, je tente maintenant. Et de toute façon, on verra bien. En plus, c'est 2 points faibles, EcoBike et GHD. Et trucs où j'ai pas à la maison. Après, je vais à CrossFit Bordeaux de temps en temps en faire. Mais c'est des trucs où quand t'es petit, voilà, le GHD ça va, mais je travaille pas assez souvent parce que j'aime bien faire aussi ce que j'aime à l'entraînement, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, jusqu'à arriver au 36 chest to bar et là mais complet un chaos quoi. Alors que je suis arrivé, j'ai dit OK, c'est bon, mentalement en fait, je suis rentré dans sa tête, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Coup de poker. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le grip qui lâche, c'est ton mouvement, t'arrives plus à. En fait, les barres déjà du rack étaient vraiment hyper hautes. Ouais. Je suis petit. Je sautais, je crampais des 2 jambes. Mais vraiment, les quadrilles avec en fait l'écho, il y en avait pas beaucoup. Mais mine de rien, les 3x13, ils tapaient bien quand tu mets du rythme. Parce que j'étais Pardon, je te coupe, mais ce qui a été sous-estimé aussi, je pense, parce que ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a 9 sprints aussi dans le WOD. Les petits mini-sprints entre les ateliers. Ouais. Et en fait, qui sont sous-estimés quand tu regardes le WOD sur le papier, mais qui continuent à entamer, comme tu dis, un peu les cuisses. Ouais, non, carrément. En fait, t'es toujours en lactique et pour le GHD, on dit c'est abdos, mais les cuisses, c'est un truc de fou. C'est du coup, tout ça cumulé, je suis arrivé, j'ai sauté, ça a crampé. Et après, oui, bien sûr, il y avait le grip, clairement. C'était un beau moment de spectacle, tu vois, parce que vraiment, moi, personnellement, je savais pas que le GHD, c'était pas quelque chose que tu aimais bien. C'est vrai que t'es assez élastique sur les mouvements et tu vois, on se serait plutôt dit, justement, ça fait 2 mouvements sur les 3 où il peut se sentir bien. Et là, ouais, le KO à la fin, et c'était toujours très expressif, c'est Romain, quand il lui arrive un truc, tu vois, et là, t'as l'impression, je sais pas, il s'était passé quelque chose, où t'as réfléchi ou pas du tout? Je t'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Des chest to bar, non, en vrai, je me suis dit, ça y est, c'est perdu.
Ah, tu t'es dit Ouais. ça au moment du Ouais. WOD, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah oui, là, c'est Donc dur. là, dur de Parce repartir. que moi, j'étais à côté de ton frère. Je crois qu'il reste ses cordes vocales sur le floor. Parce que ouais, vraiment, ouais, il t'as t'a 20 mètres, gueulé ouais. dessus, mais c'était Bah incroyable. oui. Et Moi, ouais, je l'entendais siffler, mais Il y a pas eu des je reps où pouvais pas t'as reprendre. eu des no-reps aussi Si, je sais ouais, pas, mais tu j'arrivais t'as- pas. Ouais, tu non, as tiré, j'avais quoi. vraiment, C'est je fou, tenais hein. bout des doigts, quoi. C'est incroyable. Alors que le volume de chest, il était de 79 Ouais, c'est ça. en tout. Quelque chose comme ça, c'était 7, 23, 39. Ouais. Donc, tu vois, tu te dis, bon, il va tenir quoi qu'il arrive, tu vois. Ou du moins, pouvoir reprendre vite, allez, 7 secondes plus tard, quoi. Ouais. Et là, tu vois qu'il s'est pris un coup de pelle sur le WOD. Ouais, Mais c'était- c'était- Je te en regardais, vrai, je me dis, il spectacle. va repartir. Je te voyais pas forcément repartir. Je me dis, ça Ouais, ouais. C'était Bah, du il s'est spectacle. passé un truc. Ouais. Ouais. Mais comme je l'ai marqué sur le post Insta, et après j'ai fait le débrief moi aussi avec mon frère. Mais tu vois, ça fait 12 ans que je fais du CrossFit, et clairement là j'ai eu une autre limite de mon corps, et ouais, j'ai subi de fou, mais c'était stylé de fou. tu vas acheter un GHD. Toujours pas. Il rentre pas dans le garage. Et les gars, je voulais vous poser la même question. Mika, souvent à l'approche d'étape, je t'entends dire là on est en avance, là on commence à être en retard, là on va peut-être se mettre en retard vraiment. Ouais. Comment vous gérez justement toute la team événementielle, on va dire, pour préparer l'événement, et comment tu t'assures à une semaine, 2 semaines, 3 semaines que tout est prêt, toutes les cases sont cochées. Déjà, Surtout la semaine de l'événement en fait. ouais, c'est ça. Vraiment Bah, clé. en fait, tout dépend aussi de à quel moment tu as la possibilité de rentrer dans le Parnasse. Ouais. Et ça change beaucoup de choses parce que finalement, quand tu as le Parnasse au dernier moment, bon, bah, tu sais que de toute façon, le coup de bourre, il va être là et t'as pas beaucoup le temps de réfléchir et tu sais à quel moment il faut y aller. Quand tu l'as un peu plus longtemps en avance, ce qui est beaucoup mieux, comme cette année, il y avait eu tellement de choses installées. On a eu la chance de l'avoir une dizaine de jours à l'avance. Et en fait, tu te rends compte que, bah, tu commences ton installation 10 jours avant. Donc, pour une fois, t'es vraiment en avance. Et tu te demandes même à quel moment tu vas prendre le coup de bourre parce que tu comprends pas pourquoi c'est tout OK. T'es en avance, mais t'es en retard du coup. C'est ça. Du coup, tu te dis non, mais c'est bon, j'ai encore tant de jours avant d'arriver au moment et ça va aller. Et en fait, tu te rends compte qu'il reste quand même tellement de choses et que c'est pas pour rien que tu l'as eu 10 jours à l'avance. Tu vois. Tu te rends compte que le planning qui a été fait en amont, il était pas là pour rien. Et donc, bah, faut arriver à pas subir au dernier moment et rester dans ton planning, dans ton timing que tu avais mis en place. Donc non, c'est un vrai challenge parce que tu te rends compte que de plus en plus, si on n'a pas ces 10 jours, il y a tellement de choses. Je vois beaucoup d'autres compètes qui ont l'endroit que 2-3 jours avant. Voilà, vraiment bravo parce que je l'ai eu ça bien sûr, mais aujourd'hui il y a tellement de choses qu'on met en place. Si je l'avais que 2 jours avant, mais ça serait impossible. Ouais. Cette année, c'était quoi le vrai challenge par rapport aux années précédentes? Déjà, on le sait, aux FS Battle. Alors, avant que je réponde vraiment à ta question, mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est que on sait au Parnasse, à l'extérieur, à l'intérieur, on redécore l'entièreté du site. Donc en fait, tout ça, ça prend du temps. C'est des mises en place de grandes bâches, de ci, de ça. Et mine de rien, pour avoir un côté, un peu comme on disait tout à l'heure, si tu veux que les athlètes se sentent dans un endroit un peu à part entière et vraiment que tu les mettes dans un univers CrossFit pendant 3 jours, 4 jours, bah, tu te dois de faire ça. Alors, c'est un investissement, c'est encore une fois de la mise en place, mais c'est comme ça qu'au final, aujourd'hui, les tables sont arrivées à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ouais, c'est important d'avoir le temps et gérer correctement. Et là, par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on avait sorti des vidéos, tu vois, avec le village, les tentes qui ont galéré à faire tenir, mais même la veille de l'événement, je me rappelle, on était juste là et on se disait, mais attends, est-ce que ça va vraiment tenir? Là, c'est chaud, faut mettre des blocs de béton et tout. Là, cette année, j'ai l'impression que c'était plus chill de ce côté-là, qu'il y avait beaucoup plus de préparation. Toi, comment tu l'as vécu? C'était très stressant ou pas, cette mise en place? C'était stressant. Déjà, il y a un aspect que tu ne maîtrises pas, c'est la météo. Donc, t'as toujours cette crainte qui est au-dessus de ta tête non-stop. Et donc, cette année, c'est bien parce qu'on a eu, pendant les jours de mise en place, on a eu de la chance. Le temps était clément. Et puis, non, on était préparés parce que cette fois-ci, on savait que les tentes, comment il fallait les gérer. On savait qu'il fallait qu'elles soient un petit peu dégonflées parce que quand on a une chaleur incroyable extrême, bah forcément, elles gonflent, elles peuvent éclater. Ouais. On l'a eu une fois l'année dernière. Ouais. On a pris des leçons, ouais. Je savais pas. Il y en a une qui a éclaté dans le village parce que tellement de chaleur que, tu vois, ça là. Donc là, bah, on a recommandé des tentes sur lesquelles on peut voir la pression qu'il y a à l'intérieur. On a fait une demande de mise à jour de ça. Voilà, t'apprends, vraiment. Et puis, bah, de plus en plus, chaque année qui passe, tu es de plus en plus serein jusqu'à ce que tu retrouves une nouveauté à faire et que tu te remets dedans. Ouais. Bah là, le floor. Le floor en est une. Comment, déjà, d'où vient l'idée du floor extérieur? Et en plus, est-ce que tu peux raconter toutes les étapes qui ont mené à le voir en vrai, quoi? Parce que de base, c'était un design d'architecte en 3D, mais il s'est vraiment produit en vrai après. Donc, produit. Alors l'idée, elle vient de 2 endroits. Si je devais parler du premier WOD du vendredi soir, ça vient des Wodapalooza, où il y avait ce côté floor extérieur, je me rappelais tout le temps, où il y avait une épreuve qui était d'haltéro, mais malgré tout, ce floor extérieur me donnait envie de pouvoir le revoir
et de faire une espèce de soirée. Et là, je viens y mettre l'idée aussi qui est venue des Games l'année dernière, où il y avait une épreuve extérieure en soirée, tard. C'était 400 mètres run, non? Ouais, c'était c'est un ça. truc comme ça. Ouais. Le 1 mile, je sais pas. Tout à fait. Ouais. Et de combiner un peu tout ça avec un floor extérieur qui allait pouvoir me donner la solution d'un WOD du soir, le vendredi soir, couplé à ça un feu d'artifice. Et de garder les athlètes ce soir-là, c'était aussi une nouveauté pour nous. On n'avait jamais fait ça jusque-là. Garder aussi tous les bénévoles le soir, tard. C'est quelque chose aussi de nouveau. Ouais. Il faut pas le sous-estimer parce que les équipes, tu leur tires dessus jusque tard. Le lendemain matin, tu reprends tôt pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas sous-estimer, qu'on a sous-estimé, même si ça s'est très bien passé de ce côté-là. J'ai eu une équipe incroyable, donc vraiment, ils ont été des soldats. Mais voilà, faut pas le sous-estimer pour une prochaine fois. Et puis ce snatch à l'extérieur qui pour moi était un peu un remix de ce qu'on faisait, comme l'a dit Romain, au tout début des FS Battle aux premières années, où j'avais envie de remettre ça en place avec cette chaleur un peu écrasante. J'aurais pas pensé à une canicule à ce point-là. Hein. Elle a été au dernier moment, ça devait pleuvoir quelques jours avant et ça devait venir un peu calmer tout ça. Finalement, on a esquivé la pluie, très bien, mais par contre, on n'a pas esquivé la canicule. Là, ça a été dur, ça a été très dur. Donc, il a fait extrêmement chaud, trop chaud, pour plein de raisons. Maintenant, voilà, l'idée, c'était encore d'avoir ce public très serré, très rapproché, des grosses barres en pleine cagne, certes, mais c'est aussi un vrai kiff à un moment donné pour le spectacle. Donc, voilà, c'était peut-être trop cette année, on va revenir dessus. Mais c'était un pari. Ce floor, là, les gens réalisent pas, mais de base, quand tu viens aux affiliés de battle, il y a de la terre et un mix de béton et de terre. Comment on construit un floor par-dessus ça? Parce qu'on n'a pas juste posé un turf vert non, comme ça. C'est clair. Il a fallu pas mal de choses. Et ça aussi, quand tu sors l'idée, on a pas mal d'expérience aujourd'hui. Donc, on sait comment est-ce qu'on met ça en place. Moi, j'analyse assez vite ce genre de choses. Est-ce que ça va juste être possible ou pas? Tu sais, j'ai une espèce de on-off qui me dit oui, ok, on va pouvoir le réaliser, même si ça va être un peu compliqué. Ou si tout de suite, je me dis non, mais oublie cette idée parce que vraiment, ça va trop loin. Et on y va. Là, pour moi, c'était réalisable. Et ça l'a été. Jusqu'à un certain point où il y a eu des tout petits détails qui ont pu dérégler certaines choses. On va en reparler sur les runners. Maintenant, je trouve que pour le WOD numéro 2, ça s'est très bien passé. Et ce floor qu'on a mis en place, il a fallu mettre en place du sable, de la terre, Combien de tonnes de sable? 80 et quelques tonnes, 90 tonnes, je crois, de sable. Donc on a déplacé 80 tonnes de sable pour faire un floor pour 3 jours. Ouais. Pour un floor pour 3 jours qui ne sert pas non plus sur 3 jours, mais malgré tout, qui donne cette ambiance dont on avait envie. Maintenant, oui, plus de 90 tonnes. Il a fallu venir faire venir un rouleau compresseur pour venir tout mettre à plat. Une fois, une deuxième fois le lendemain. Non, c'était un job. C'est plus de 15 camions qui ont fait des allers-retours. Et puis, il faut pas oublier que après l'événement, faut l'enlever. Ouais. Ça. Encore, c'est des nouvelles machines dont on parle qui viennent sucer ce sable pour l'enlever. Ça. Tu vois ça, vous avez mis sur les réseaux la construction. Oui. Vous auriez dû mettre la déconstruction. T'as raison. Non, mais c'est vrai. Parce que, je pense qu'on l'a tous vu. Tu vois, oui, quand tu fais venir les camions qui mettent le sable, le rouleau compresseur et tout dessus. Mais du coup, on l'a pas vu. Comment t'enlèves tout ça? Bien sûr. Et tu vois, ça aurait été intéressant parce que oui, je pense on est tous conscients de la charge de travail d'un floor qui a duré la moitié d'une journée. Éphémère, Et voilà. Ouais. Puis il y a 600 mètres carrés de dalles aussi, qui étaient brûlantes. On est obligé de prendre des gants. Ah ouais, pour les manipuler. Donc une fois que tu as compacté tout ça, tu viens y mettre donc de l'OSB. Une fois que tu as mis toutes tes OSB, alors pour les petites galères, et c'est des anecdotes qui sont sympas, c'est qu'on avait mis de l'OSB, mais il existe des planches d'OSB en fait en bois qui sont soit l'une contre l'autre tout simplement, et puis il y en a certaines, tu as des mâles femelles qui existent aussi. Au départ, on avait mis des simples, des planches, tu vois, et puis on sentait que tu vois, les planches entre elles, c'était pas nickel. Et vu qu'on a envie de sortir quelque chose de parfait, ok, on enlève ça et on recommande au dernier moment des mâles femelles qui viennent s'emboîter les unes aux autres, qui nous ont permis de faire un sol quand même vraiment nickel, parfait. Mais tout ça, c'est des tout petits détails qui au dernier moment, tu te dis, donc faut mettre à jour. Donc les planches de bois, donc c'est OSB. Derrière, tu mets aussi toutes les dalles. Il faut en avoir du stock. Attention, c'est des mètres carrés de stock. 2 fois 300, Ouais, tout à fait, parce que du coup, on a doublé les dalles de sol. Les mettre dans une certaine manière en quinconce pour que ce soit encore mieux. Et ensuite, tu vas mettre ton turf, ton gazon synthétique. Ce gazon synthétique, faut-il encore qu'il tienne correctement? Parce que là, on met du sled. Ouais, c'est ça. Puis on met moi, ce que je disais à Justin, c'est que, en gros, quand t'arrives au bout, tu tournes. Donc, là, t'es pas à l'abri non plus que le truc soit pas très bien calé, qu'il se décroche. Enfin, tu as un nombre de choses qui peuvent aller. Donc là, il y a beaucoup de testing aussi, tous en même temps pour voir si on pousse tous le sled en même temps, ce qui se passe, si ça crée pas une petite vague, si ça accroche, quoi que ce soit. Il y a on a clouté aussi, les 7 les équipes, elles ont clouté, Toutes les 7 cm.
Ouais, donc Rien là, tout. pour enlever le gazon, t'as dû bien galérer. Ouais. Ok. Vous avez dit, Les 600 mètres carrés de dalle, ils sont morts aussi. Ouais, mort, non, Non, mais mais- oui, en tout cas. Ah, Et on se dit, bon, faut le faire pour les C'est vrai athlètes, que quoi. je sais où Ouais. les mettre dans les. Enfin voilà, je peux les récupérer dans mes différentes sociétés là, mais oui. En fait, à la fin de la fin, c'était vraiment un énorme job pour pouvoir proposer quelque chose de ce style. Et oui, ce serait bien que, comme tu dis Romain, faut pas oublier ça quoi. Cette mise en place, ça allait hors du commun. Et Jocelyn, je te pose la même question. Une semaine avant les tables, quels sont, toi, les derniers moments, enfin, quels sont les derniers trucs que tu as revus en particulier, les cases que tu cherches à cocher, les trucs que tu veux vérifier pour que tout aille bien et que tu arrives vraiment le vendredi matin et que tu sois serein sur la compétition? Mika, on était ici, il m'a posé la question si j'étais très stressé ou non pour les WOD. Et c'est vrai que quand tu as travaillé un peu toute l'année sur les WOD et que tu as beaucoup testé, beaucoup revu certaines choses, du coup, tu te sens un peu plus serein quand tu arrives sur l'événement. Mais après, effectivement, on a des choses qu'on peut découvrir aussi qu'au dernier moment, comme ce floor extérieur. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Refaire des testings avec les sleds ou en lâchant des barres. Donc voilà, tu as encore tout ça entre guillemets à tester. Puis après, c'est aussi le fait qu'on essaie de garder la surprise jusqu'au dernier moment. Donc du coup, c'est un petit stress quand même aussi en plus pour les équipes, Oui. pour notamment les head judges qui veulent préparer leur brief, pour les juges aussi qui voudraient s'approprier un petit peu les WOD pour se sentir plus à l'aise à l'instant T. Parce que du coup, les juges, en fait, ne sont pas briefés avant que tout le monde ait les WOD, c'est ça? On a à peu près 5 réunions avec les heads et 2 réunions avant l'événement avec les juges. Voilà. D'accord. Et après, c'est intra-événement. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un stress en plus. Tout ça, on le fait pour les athlètes, pour qu'il y ait ce petit côté surprise. Mais c'est vrai que même au niveau du scoring, par exemple, tu peux pas faire relire les scorecards Oui. par 10 personnes non plus parce que tout le monde n'est pas au courant des WOD. Pour la team build, qui quand elle fait ses simulations, il faut qu'elle fasse attention aussi, pour les books, quand tu les imprimes, de pas, tu vois, tu t'envoies un mail à la bonne personne. Enfin, en vrai, c'est quand même pas mal de stress pour arriver à gérer cette surprise, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment, pendant les FS Battle, c'est d'avoir des highlights un peu tout le temps, tous les jours, pour que les athlètes, chaque moment, tiens, il y a quelque chose de fou qui arrive. Si je prends dans le désordre, on s'en fiche, mais tu vois, les books, à ce moment-là, tout le monde attend ses WOD. Oui, je voulais vous Le en moment où parler. on distribue ces books, tu vois, c'est plutôt sympa, je trouve, même pour le public, parce que ça rajoute quelque chose de. On est resté, mais on n'est pas resté juste pour regarder, on est resté parce qu'il va se passer des choses. Un feu d'artifice, c'était un stress incroyable pour pouvoir le faire. C'est pas un petit feu d'artifice, quand même, tu vois, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc ça aussi, faut arriver à le mettre en place de la bonne manière. Et voilà, le floor extérieur, tiens, il y a un WOD, maintenant on n'est plus dedans, on est dehors, mais sur quelque chose d'assez fou, avec une tribune un peu handsmade, tu vois, enfin, c'est fort. Ouais. Et donc voilà, tout le week-end, ce qu'on voulait faire, c'était qu'il y ait des highlights tout le temps, tous les jours, qu'il y ait quelque chose qui Un se moment passe. clé, On se dise, Pour waouh, créer trop des cool, pics tu de vois. motivation. Ouais. Ouais. C'est vrai que le book, au final, tu as fait tes 2 premiers WOD. T'as un peu l'excitation qui est peut-être redescendue légèrement. Et là, t'as encore une surprise qui te relance pour le samedi et dimanche. Tu dis, là, c'est la roulette russe. Peut-être que sur les 2 premiers, ça n'a pas été, mais je sais pas ce qui va se passer le samedi et le dimanche, quoi. Et toi, justement, quand il y a la distribution de ce book, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir les visages qui se décomposent ou alors qui s'illuminent? Moi, j'ai fait avec Alice, la vidéaste, une dizaine d'interviews. Tout le monde était ultra content. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce que fait Jocelyn à ce moment-là? Est-ce qu'il se planque et il attend le déluge, tu vois? Est-ce qu'il parcourt le village en regardant tout le monde? En vrai, je passe, là, je crois qu'on était quand même pas mal occupés avec le WOD 2 à ce moment-là. Mais, j'essaie de passer un peu et d'apporter des explications ou autres aux gens qui en ont besoin, quoi. Le book, c'est quelque chose sur lequel tu reviens beaucoup. Tu reviens, genre tu relis les phrases, tu dis non, ça pourrait être mieux expliqué. Ça, le flow, là, faudrait que je change l'écriture pour qu'on comprenne bien les Faut standards. que ce soit le plus fluide possible, effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. En plus, ils le reçoivent au dernier moment. On veut être le plus complet possible. Donc, faut trouver le compromis entre c'est utile et pas surchargé. Et puis après, on essaie aussi d'améliorer les tournures, pas de faute d'orthographe, pas de faute sur les variations, etc. pour que ce soit vraiment. En fait, le book, ce qui est génial pour nous aussi, c'est que à ce moment-là de l'événement, toutes les équipes, on va dire 15 jours avant à peu près, il a imprimé. C'est notre moyen de communication pour l'équipe. Et donc, on sait que là, la seule source d'information, c'est pas un PDF ici ou autre, c'est ce book. Tu vois, ça devient la Bible du truc. Voilà. C'est ça. En fait, si tu veux te c'est référer le à moteur quelque de chose, l'événement, quoi. tu réfères à ça. Sinon, tu peux vite te perdre en te disant, ah non, mais moi, j'avais cette version d'il y a 3 jours et c'est pas la bonne. Donc, c'est ça, c'est pas le bon drive, tu vois, Moi, j'avais une question sur ce sujet pour Romain, d'ailleurs. C'est, en interne, on est vraiment en train de se demander si l'année prochaine, on veut continuer ce système on garde les WOD, jusqu'au dernier moment, on les distribue sur ce book. Toi, en tant qu'athlète, honnêtement, peu importe, bien, pas bien, c'est quoi ton avis? Est-ce que c'est bien d'aller jusqu'au bout comme on le fait jusqu'à aujourd'hui ou pas Je pense que l'essence même du CrossFit, c'est arriver à la compète et avoir la surprise des WOD. Le CrossFit est né comme ça.
On a vu que par rapport aux semi-finales, je pense que c'est à ce moment-là où ça a changé. Eux, ils ont dit un peu les WOD avant, qu'est-ce qu'il y allait avoir, enfin, surtout parce que il y avait des semi-finales qui se passaient avant par rapport au pays. Donc, tout était lié pour les qualifs au CrossFit Games à l'époque. Moi, je trouve ça cool. J'aime la surprise. Tu t'entraînes pour le CrossFit, arriver à être en forme pour ce qu'on va te donner à l'instant T. Ouais. C'est l'essence même. Mais après, c'est toujours sympa de l'avoir peut-être 3 jours avant. Ok. Comme là, ce que vous avez fait, c'était quoi, une semaine avant? Il y a eu 10 jours avant le Glens Legacy et le lundi le Metcon avec le snatch. Ouais, donc on a eu deux WOD en gros 10 jours avant. Et la veille, le WOD 2. Ouais. Je trouve que sur 8, ça donne quand même peut-être déjà une trame de... Ouais. Ok, il y a ce mouvement. Et après, t'élimines des trucs, tu vois. Ouais. Donc, moi, je trouvais ça assez cool. Okay. Et puis arriver du coup à l'inscription au check-in où là, t'as tout. Ouais. Et ça, c'est... Non, la trame du truc, franchement, ça me va. Parce que franchement, comme le dit Jo, c'est un vrai travail, tu vois, d'arriver à garder tout ça secret, d'imprimer ce book. C'est une pression en plus, en fait. C'est une vraie pression en plus. Et donc, soit je me dis, tiens, c'est super pour les athlètes et moi, j'aime cette essence même du CrossFit dont tu disais il y a des années en arrière où c'était, t'es prêt à l'inconnu, tu vois. Et j'aimais ça. Donc, soit on le garde et on se dit, on continue sur ce chemin-là, soit on se dit, c'est pas forcément nécessaire si les athlètes n'ont pas un plus grand kiff de ça, tu vois. Ouais, parce que... Non, je te coupe pas. Parce que, enfin, je sais que dès qu'il y a des WOD qui sortent, t'as le lendemain, t'en as, ils le testent, le WOD. Et bien sûr. Si t'as vraiment le temps, pourquoi pas le tester? Parce que oui, tu peux gagner, tu peux avoir une stratégie, à part si c'est vraiment des trucs basiques. Mais, moi, je sais que je teste rarement les WOD. Ouais. Bon, là, à l'heure où on fait le podcast, là, je prends la route après pour Marseille. Ouais. Il y a le WOD du coup 25 avec le snatch et le run qui est sorti. J'ai déjà vu des mecs qui l'ont testé. Mon frère il m'a dit tu veux tester ou non, on continue normal quoi. Enfin on va arriver sur le mouvement. À un moment tu sais les sensations que ça fait. Ouais. Oui. C'est un peu les mêmes formats qui tombent souvent. Voilà, feu. Ce que tu vas tester, c'est surtout, par exemple, comme Jocelyn a mis, les nouveaux mouvements. Exactement. Là, tu vas tester, voir quel jeu de jambes te convient le mieux. Ouais. S'il y a des crossovers, des trucs comme ça, tu vas retester. Ouais. Mais refaire l'événement en entier. Sur le Legacy. Glens Legacy, ouais. Ouais, voilà. C'est avec voilà, celui-là, du coup, mon frère me l'a mis en EMOM. Oui. Juste pour tester la fluidité avec le dumbbell box jump over, tu vois. Juste à savoir le jeu de jambes, etc. Ça, c'est juste un mouvement, le mouvement que tu testes en soi. Le WOD, en plus, il était hyper long. Il y en a qui l'ont testé. Oui, ils ont fait je sais pas combien de burpees. Ah, les gars, c'est bon, burpees. Et puis, tu vois, ça donne ce côté aussi fair play pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui ont peut-être un job à côté, qui n'ont pas pu le tester avant, au moins, c'est tout le monde à la même enseigne. Tu arrives, ouais, ça c'est... book, et ok, on découvre et on y va, les gars. Et il n'y a pas moi, j'ai de la chance, j'avais 4 jours de repos, ou bien, j'ai pas de job, ou peu importe, en fait. Au moins, on y va tous ensemble. Ça, c'est pas Honnêtement, mal. c'est la première année où j'y réfléchis autant personnellement. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi avec Mika et avec l'équipe. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un stress en plus pour les équipes. Notamment pour le judging. C'est vrai que quand on essaie de faire des WOD avec des beaux flows pour qu'il y ait du show, et c'est vrai que si t'es juge et que tu peux toi-même lire déjà les WOD avant, tu vois, tu te sens plus serein, parce que ça met vraiment au moins 3 ou 4 lectures, tu vois, avant de te sentir légitime, d'avoir les bonnes réactions à l'instant T dans l'événement. Les head judges, pareil, qui puissent vraiment préparer leur discours, et après sur place, quand les judges brief, ils peuvent avoir un peu plus ce côté je vais essayer de bien le tourner et que les juges kiffent, tu vois, que ce soit un petit peu un show quand je présente le WOD, et non juste est-ce que je suis en train de donner la bonne information, tu vois. Parce que c'est avec la fatigue et tout, tu finis le vendredi soir, il est temps de remballer, etc. Il est minuit, tu te repointes à 6h30 pour faire le brief. Arthur, Yvain, c'est quand même dur. Il y a tous ces éléments là, et puis il y a aussi le fait, je pense, pour les athlètes, si on donne les WOD 10 jours avant et qu'on garde peut-être la surprise de 2 WOD, par exemple le dimanche, on garde un petit peu cet effet là, et au moins tout le monde peut avoir une bonne information, parce que là on est en train de parler avec Romain qui en indive, mais c'est vrai qu'en team
ça multiplie, tu vois, par il y a 600 athlètes, et c'est bien que tout le monde ait les bonnes informations. Il y a plus de rotation, plus de choses un peu plus compliquées à comprendre, notamment, tu vois, sur le snatch, quand est-ce que j'y vais, quand est-ce que je reste dans le recovery, etc. Et je trouve que les gens pourraient prendre plus simplement l'information et apprécier d'autant plus sur place. Voilà. Ouais. Et vous tenez quand même si on sort toujours les WOD intra-compétition, à avoir un book, quelque chose de physique pour lire les WOD. Ça, c'est vraiment une volonté de ta part, Mika. Je pense que c'est rassurant, tu vois, pour l'avoir vécu avec les athlètes quand tu les accompagnes. Tu sais, t'es sur le téléphone, t'as 50 000 choses sur le téléphone. Là, ça te fait un élément où tu peux vraiment parler avec ton athlète, te poser le soir et tu vois, même, enfin, moi, perso, en tant qu'athlète, clairement, tu te poses autour de la table quand tu rentres du WOD. Tu t'ouvres le livre, tu regardes qu'est-ce que tu as encore. Enfin, même si tu connais le WOD, mais tu regardes vite fait, ok, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Et en vrai, comme ça, tu arrives en salle des shows, potentiellement, tu n'as pas vraiment de questions à poser. Il refait le débrief en plus. Mais après, je te le mettre dans le pack athlète, en fait. Quand vous arrivez, vous avez vraiment votre week-end qui est organisé. Tu vois ce que tu viens de dire, Rome, pour moi, c'est super important. C'était vraiment à ça que ça servait. C'était ce moment un peu, je vais pas dire convivial, mais presque ce moment. Tu sais comment ça se passe. Tu es avec tes collègues, tu as ton Airbnb, machin, tu viens, tu te poses, on ouvre le book, on en parle. Ah, toi, tu ferais ça. Bah, c'est ce moment-là que j'ai l'envie de créer ce book. Elle est pile pour ça. C'est ce moment où on va en parler et il y a une vraie interaction. On n'est pas avec notre portable, etc. On est avec un élément physique. C'est bien. Et en plus de ça, une fois de plus, je trouve que tu respectes l'athlète d'une certaine manière où tu vas lui apporter ce book, cette bible que tu lui donnes et tu lui dis, voilà, si tu te réfères à ça, ton week-end, il devrait très bien se passer, tu vois. Ça, c'est, je trouve, un élément important. Et puis, sur ce qu'a dit Romain, oui, il y a sûrement des athlètes qui vont vouloir tout tester. Mais en vrai, si tu donnes tous les WOD 10 jours avant, ou du moins 6 sur 8, par exemple, tu vas pouvoir, dans ta fin de semaine avant l'événement, peut-être en tester 1 ou 2. Parce que tu peux pousser un petit peu l'intensité normalement à ce moment-là, vu que tu essaies de faire en sorte que ta forme arrive à la fin de la semaine pour reproduire la semaine suivante. Et la semaine d'après, normalement, tu es censé rebaisser encore le volume. Et là, tu vas juste tester effectivement en EMOM certaines variations de mouvement, certains combos, mais avec un volume ultra réduit. Et en fait, là, je pense pas que les athlètes qui testent encore les WOD en début de semaine soient vraiment favorisés. C'est là ce qu'il faut favoriser, c'est la forme. Donc, fais-toi confiance, garde la forme et investis tout dans un one-shot le week-end même. Et c'est ça le vrai CrossFit. Après, en vrai, est-ce que, moi je me pose la question, mais je sais que chaque compétition, sans tester les WOD à 100%, tu vois, sauf s'il y a des mouvements techniques comme on l'a dit juste avant, mais est-ce que tu savoures vraiment la compétition comme... Enfin, parce que tu connais le WOD, tu connais la sensation potentiellement, ah ouais, là à ce moment-là, ça va faire mal. Que là, je te dis, on revient sur le WOD 7, mais... Là, le WOD 7, clairement, si j'avais testé, je serais pas parti comme ça. Tu vois? C'est clair. Donc là, c'était vraiment sur l'instant T. Et en plus, ça te laisse beaucoup de temps pour te stresser au final. Parce qu'on parle des individualites, mais t'as aussi les teams, t'as tout niveau sur la compétition. T'en as, ça peut les mettre dans un état, s'ils ont le WOD 2 semaines avant, ils vont y penser tout le temps. C'est ça. Ils vont se dire, vas-y, je fais plus rien qui est du tirage vertical parce que j'ai peur de me fatiguer. C'est ça. Et puis, en fait, il faut respecter aussi, parce qu'il y a différents types d'affûtage. Il y en a qui vont prendre le deload 2 semaines avant, et ensuite ils vont avoir une première semaine pour se remettre dedans et une semaine où il y a la compétition, et t'en as d'autres qui vont faire le deload avec en visant un plus gros pic de forme d'un coup juste avant la compétition. Et du coup, eux, si tu leur partages les WOD dès le lundi, leur deload il est flingué. Donc c'est pour ça, déjà, si tu le partages sur un jeudi ou quelque chose comme ça, peuvent juste utiliser le vendredi, samedi, bien déloader en début de semaine, et tout le monde est content, peu importe l'affûtage que vous faites. Je pense que t'as un enjeu aussi mental pour certains, d'autres non, mais qui vont stresser largement avant la compétition. Et ça peut rentrer en jeu. Je reviens juste sur le book vite fait. Je pense qu'il est même intéressant, et surtout, comme tu l'as dit, Jocelyn, en team. Clairement, on est sur le téléphone, tu dis, ouais, vas-y, on va partager ça. Là, en vrai, le livre, tu le poses pour avoir déjà fait des teams. C'est toujours un peu galère, surtout quand tu as des gros AMRAP ou des trucs comme ça où il faut vraiment partager et tout. Pour avoir Yoann Gigor fait des équipes avec Yoann Gigor, mon gars, il te sort un papier. T'as intérêt à être... T'as oublié c'était quoi le mot? Ah ouais. T'as oublié c'était quoi le mot? La stratégie. Ouais, c'est ça. Bon, Yo, en fait, tu vas me dire ce qu'on va devoir faire parce que là, j'ai rien compris. Donc, tu vois, non, sur papier, ça, c'est vraiment, c'est intéressant. Surtout pour les teams. Peut-être pour l'audience qui n'a pas eu le book entre les mains, sur le côté, il y a le flow, donc il y a ta ligne dessinée. Et du coup, tu vois vraiment où tu te positionnes. Et si c'est la première fois que tu viens sur le floor d'étape, bah là, direct, tu sais où tu vas aller et tout. Tu peux déjà dire, toi, tu restes là, machin. Mais tu vois, c'est quoi, vous l'avez mis en place il y a 3 ans?
Oui, je crois que c'était il y a parce que je m'en souviens, 2023. c'était au brief et là, la première année avec le book, t'avais, le brief, il avait duré hyper longtemps. Oui, c'était pour ça avec, qu'on voulait l'enlever. C'est effectivement, t'arrives le soir, t'es crevé et là. mais même, je pense qu'au final, même pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, déjà, t'arrives, bim, tu tires une balle dans le pied parce que vous êtes tous couchés tard. Enfin, je parle au niveau de toutes les organisateurs, quoi, bénévoles, tout ça. Et là, au moins, t'as une trame où tout est dit de A à Z, hein, clairement. Ça, plus le brief, en fait. Et plus le brief. Ouais. Enfin, t'arrives sur le floor, t'es serein sur, t'as pas de questions. J'avais une question, Jocelyn, pour toi. Est-ce que t'as été surpris des résultats en Indiv Elite ou même en team sur Glenn's Legacy? Parce que sur ce WOD, il y avait le nombre de burpees à la fin. Ouais. Toi, globalement, tu l'avais situé entre combien et combien sur tes tests? Il m'avait dit 135-40, hein, jamais. Ah ouais? Non, j'ai dit ça pour les teams. Les indives, non. Les indives, c'est quoi? C'est Aline, peut-être, qui a fait le meilleur score en nombre de reps de burpees. Ça doit être... Alors là, je sais plus. Lucas Buisson a fait 129, je crois. Ouais, 129, c'est énorme. Ouais. Et ben, en fait, c'est simple. Il y avait le plot qui se déplaçait jusqu'à 140. Ok. Donc, il y a plusieurs teams qui ont atteint les 140, voire une team qui a fait 147, il me semble. Donc, c'était vraiment cool, tu vois, de se dire, bon, bah, le flow a pas été fait par hasard, tu vois, parce qu'on l'avait testé quand même de nombreuses fois. Et pareil pour les indives. Il y a eu, une fourchette entre les 60 à 127, du coup, 129, tu me dis, pour Lucas. Donc, oui, il y avait effectivement un grand temps de maintien sur les burpees. Je pense que ça en a surpris plus d'un, même dans les testings. Mais est-ce que c'est normal, en fait, qu'il y ait, pour certains, 10 minutes de burpees, tu vois? Et oui. Tout simplement parce que je trouve pas que ce soit choquant d'avoir 120 burpees à la fin. C'est un mouvement, en fait, qui est simple, accessible à tout le monde, qui est fastidieux. Et en fait, on avait envie, avec ce remix de Hero, d'avoir cette espèce de sensation où tout le monde se sent à 105%, dans une espèce de faux rythme sur la burpee. Et tu regardes à côté, tu vois le mec partir, tu dis, bon, bah, faut que j'y aille. Et en fait, qui reste motivé, tu vois, malgré la répétition, quelque chose de très répétitif sur le mouvement. Et c'est une sensation que j'avais envie que les athlètes puissent vivre sur un floor parce que tu mets jamais cette intensité-là à l'entraînement, quoi. C'est vraiment des metcons que tu fais que sur un floor où tu peux pousser l'intensité comme ça que sur un floor. Toi, Romain, tu l'as apprécié celui-là? Oui. Après, parce que j'aime bien les burpees. Non, mais en vrai, c'était, tu vois, tu commences la compète par un gros WOD comme ça. C'était vraiment, non, mais en vrai, c'était stylé de fou. Non pas parce que là, je fais quoi? Je fais deuxième du WOD avec Pierre Demule, on est ex aequo à 124. En fait, vous êtes 3 ex aequo. Ah oui, il y a Diego aussi. Diego et Romain. Ouais, Diego. 124 burpees. Franchement, oui, 10 minutes de burpees. Là, il y a tout qui joue, en fait, au final. Déjà, premier WOD, t'as ton mental. Parce que quand il te dit, t'es à 7 minutes. Et là, moi, la barrière, c'était quand Yannick, il a annoncé 7 minutes. Et là, à la fin, faut encore caser infini. Ouais, c'est ça. Et en fait, ton plot, il avance jamais. Enfin, quand tu le vois, il avance jamais. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, il était intéressant de le mettre un gros WOD comme ça dès le début. Ça te met en chambre direct. Et ça, là, ton énergie, elle est plus à 100% vraiment, avec tout, des burpees. C'est un mouvement hyper basique. Oui. Le jump, on croirait pas, mais clairement, j'ai eu mal devant les tibias là en marchant pendant les 2 jours qui suivaient. Ah ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ce podcast. Il y a Diego, sinon, il a crampé, je crois. Diego a crampé. Du mollet. Dès le début de la compétition. Vous voyez le pauvre, il crampait, il essayait de sauter, j'étais à côté de lui. Non, mais c'était. En fait, il a quand même fait deuxième en crampant pendant. Je vais t'aider. Il sautait à un pied, je crois. Il était en galère. Et non, mais c'était franchement 10 minutes de burpees. Mais mouvement basique, on a vu que direct, tu te mets une cartouche, mais fort. Et des fois, c'est des parties pris, tu vois, comme ça. Moi, je savais que les gens allaient me dire, mais tu l'as mal calculé ton WOD, ou tu vois. Mais non, c'est un WOD qui est assez simple à tester, à vrai dire. Parce que souvent, quand tu mets un max à la fin des WOD, les gens s'attendent à ce que ce soit très peu de temps, ou peu de reps, que ça se joue à pas grand chose. Bah non, en fait, tu peux mettre aussi des gros AMRAP sur la fin, quoi. Puis il y avait les 15 burpee rock climb aussi, qui étaient quand même assez durs à vivre pour certains. Et voilà. Et en gros, on voulait, avec ce premier événement, s'inspirer un peu d'un hero workout pour donner un petit supplément d'âme en plus, que ce soit pas trop stressant pour les athlètes. C'est t'as cette pression un peu, t'as peur de rater un peu ton premier événement. Si tu pars sur un gros sprint ou quelque chose de contraignant, tu le vis un peu mal en tant qu'athlète, alors que là, tu sais que pendant 23 minutes,
t'inquiète pas, t'auras le choix de comment dire, de pousser ton pace si tu l'as pas encore fait au début du WOD. Et tu vois, je me demande même si, est-ce que ce WOD, tu le mets au milieu de la compète, au niveau du spectacle, t'as le même rendu, tu vois. Ça peut être moins bien accueilli, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, on l'a mis en premier, effectivement, parce que le vendredi matin, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément encore de monde dans le public. Et ça, c'est un WOD un peu expérience athlète qui vient compléter vraiment le spectre du fitness qui est testé et qu'on a essayé de combler avec un travail, notamment de Guillaume, sur les stickers pour avoir un flow et ce fameux sang qui était doré pour que la plupart essayent de rendre honneur au hero workout initial qui est Glenn avec 100 burpees à la fin, C'est tout ça qui est important, tu vois. C'était même de se dire que on savait que pour le public, c'était pas fou, ce WOD-là. Par contre, je trouve qu'il était, comme l'a dit Jocelyn, très intéressant pour les athlètes. Et du coup, de le mettre un vendredi où on savait beaucoup de public, c'est pas grave. Le but, il était pas là à ce moment-là. Il était vraiment de finir ta prod. T'es obligé d'avoir un WOD long à un moment donné. Tu peux pas faire une compétition sans le mettre. Bien sûr. Donc, de toute façon, t'as pas le choix, même si c'est un peu long et que faut le placer. Et je pense que, pour en parler des WOD longs, là, sur la globalité des affiliates, clairement, on a bien WODé. Là, t'as minutes, 14 minutes. Ouais, t'as mis des bons trucs, ça a envoyé, quoi. Bah, après, c'est grâce au travail de toute l'équipe parce que. Je me doute. Mine de rien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même 8 WOD et ce pour toutes les catégories. Oui. Et ça, c'est la seule compétition qui le fait. Et c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire qu'au niveau de tes time caps, au niveau de ta timeline, tout ça, c'est vraiment très, très dur, ça. En vrai, Mika, il me donne 1 minute en moins ou en plus sur la timeline. Je peux avoir 50% de perte sur un WOD. Tu vois, donc là, les testings, ils doivent être vraiment ultra pointus. Et c'est une vraie question. Est-ce que il faut garder 8 WOD? Est-ce que certains peuvent passer à 7? Est-ce que c'est pas trop 8 WOD pour prendre du plaisir jusqu'au bout? On a tellement, en tout cas, essayé de varier les plaisirs dans les différents stimuli qu'on a proposés sur les WOD que t'as un peu l'impression de vivre une nouvelle expérience à chaque fois et c'était le but aussi. Mais ça, en fait, on est toujours à l'écoute en fait des athlètes. Je rebondis sur ce que tu dis, sur la prog que tu as sortie là. Vraiment, encore une fois, bravo, juste parce que, ne serait-ce que, tu sais, c'est peut-être basique, mais ne serait-ce que les time caps. Tu as vu à quel point ça a été bien, dans le sens où on a eu exactement ce qu'on voulait. Les gens ont fini dans les time caps, certains non, mais le pourcentage, il est assez faible et c'est parfait. Forcément, il y en a certains qui ne finiront pas dans le time cap. Mais ne serait-ce que ça prouve à quel point le testing, du premier WOD jusqu'au dernier WOD, et pour toutes les a été calé pour toutes les KT. C'est pas, tiens, j'ai fini, il reste encore 8 minutes sur le time cap, je comprends pas. Ou bien, tu sais, je finis pas. Enfin bref, tu vois, on a vu plein de choses qui peuvent se passer. Bon, bah là, vraiment, du début à la fin, en tout cas, c'était sérieux, quoi. Est-ce qu'il y a un écart entre toi, Mika, qui a lu tous les WOD avant? Est-ce qu'il y a un WOD sur le papier, c'était pas ton favori, et quand tu l'as vu se dérouler en live, tu t'es dit, ouais, celui-là, c'est incroyable? Ça m'est arrivé. Sur cette édition, peut-être pas. J'ai vraiment, encore une fois, je dis, et on en parle beaucoup avec Joe, j'adore de la manière dont il programme. Je trouve que c'est du CrossFit comme on l'aime, sans fioriture des fois un peu, tu sais, qui ne servent, je trouve, à rien. Et donc j'aime beaucoup ça. J'aime bien l'écriture qu'il a. On s'est très bien maintenant compris sur le show est très important, l'expérience athlète l'est encore plus. Il faut qu'on arrive à trouver cette solution ensemble pour que ça fonctionne. Et puis que ce soit abouti après dans la prog, comme on a parlé des time caps, etc., que ce soit vraiment très pro. Aujourd'hui, ça l'est vraiment depuis des années maintenant. Et je crois que l'année dernière, il y a eu ça où je m'étais dit, bon, tu vois, moi, je suis pas un très grand fan de la marche sur les mains. Je trouve que ça, c'est pas mon truc, tu vois. Déjà, physiquement, c'est pas mon truc. Déjà. Mais après, je suis pas fou. Je sais bien que c'est important. Il faut le mettre. Mais j'ai toujours du mal à imaginer, tu vois, les gens qui se chauffent sur ce genre de choses. Et donc, j'ai un peu peur de ça. Et je me rappelle, je crois que c'était l'année dernière et je crois que j'avais finalement... Non, c'était cette année, peut-être. Non, l'année dernière, oui, il y avait Diddy Kong. Ouais, exact. Avec les free HSPU, avec les pirouettes. Et c'est ce aussi pourquoi on avait prévenu les athlètes un mois avant, parce que c'est vrai que tu peux pas forcément t'entraîner. Imaginons, t'as 4 ou 5 séances dans la semaine, tu peux pas toujours faire des free HSPU. Voilà. Donc, on avait prévenu... c'est la beauté aussi d'avoir 8 tests et des fois d'aller chercher des choses un peu polarisées. Et ça, je me rappelle que non, au début, pas forcément. Et en fait, bravo, c'était génial, tu vois. Et toi, Romain, event favori? Moi, je dirais... Le 7, non, pas le 7. Mais en vrai, il était bien quand même. Mais non, je dirais le back squat instant walk DU. Ok. Ça c'est vrai que, tu vois, par exemple, c'était pas un WOD ultra dynamique. Même quand j'ai été voir Mika pendant le WOD, tu vois, c'est vrai que c'est pas ultra dynamique parce que t'as les chargements de barres, etc. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, déjà rien que quand tu vois un floor comme ça,
Ouais. avec un rack, avec une rampe, le fait d'avoir un triplet, de te dire vas-y, je vais peut-être pouvoir combler un peu mes weaknesses avec ma force endurance sur l'alignement comparé à mon squat qui est un petit peu moins bon ou autre, ou inversement, tu vois, selon certains profils. Mais il faut quand même que je gère bien mes DU et tout. T'as envie de le vivre, ce WOD-là. Il fait plaisir et au final, même sur les photos, sur tout ça, tu vois que c'était un événement particulier. Ouais, parce que là, tu vois, il y en avait pour tout le monde. Hein. Oui. Clairement, si je me compare à Antoine, lui, il va être beaucoup plus fort en back squat que moi. Et moi, je vais être plus fort que lui au instant walk. Au DU, c'est égalité. Mais du coup, là où ça a fait la diff, c'est juste au instant walk. Et pourtant, au back squat, je me dis, ouais, il va aller beaucoup plus vite que moi à la barre à 100... 45 à la fin? Non, à la toute première, c'était 105. C'était 115. 115. 115. Et en fait, non. Ça se jouait pas là-dessus, quoi. Non, ça se jouait pas là-dessus. Mais ouais, mine de rien, tu vois, le couplet back squat DU, avec tout ce que tu as eu bien sûr avant comme WOD, ouais, les DU, ils étaient quand même impactants au niveau des jambes. Hein. Oui, c'est clair. Il y avait quelque chose, tu sentais quelque chose. Ceux qui ont une technique peut-être un peu plus aussi. sur l'épaule et qui le sentent derrière sur la rampe. Mais ouais, c'est ça, tu avais force endurance sur la flexion, force endurance sur l'alignement et un mouvement qui pouvait perturber un peu les deux, quoi. Ouais. Et toi, Jocelyn, event favori du week-end? Mais j'en ai pas vraiment, à vrai dire. Parce que je fais en sorte qu'on puisse tous être sentir légitime par rapport à chaque test, et pour moi chaque test sur les affiliés de battle c'est devenu en fait un événement qui est tellement attendu qu'il faut que tu essaies de créer ce petit supplément d'âme sur chaque WOD, peu importe le stimulus qui est proposé. Mais allez, s'il y en a un que j'aime bien, c'est en particulier c'était Neverfold, parce qu'il était quand même assez simple sur le papier, mais très dynamique. Et on avait vraiment envie de voir qui allait tenir cette série de 39 chest to bar à la fin, qui allait craquer ou pas. Ce qu'on a vécu avec Romain, certes, ça lui a été défavorable pour le scoring, mais en vrai, on se souvient de ça, tu vois, c'était un beau moment, quoi. Ouais. Moi, le dernier aussi, je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Ouais, pareil. Tu vois, ouais, en vrai, le dernier est simple, efficace, hein, clairement. Le dernier, quand j'en ai parlé à peu près à une dizaine de personnes, tu vois, parce que je parle toujours pour avoir des avis extérieurs, c'est le plus important, hein, c'est comment ton travail est perçu aussi, parce que ça suffit pas juste de toi trouver ça cool. Et en fait, la plupart des gens me disent ouais. Vraiment, hein, je te jure, ouais. 45 burpees, 15 clean, ouais. Mais tu demandais ça à qui? Parce que souvent, les gens ont l'impression que pour qu'un WOD soit réussi, entre guillemets, il faut qu'il y ait plein de complexité, plein de trucs dans tous les sens et tout. Ils ont du mal à capter la beauté d'un WOD simple, avec deux mouvements et deux... Quand je l'écris, celui-là, je sais que je réponds aussi à des critères que Mika adore, tu vois, c'est la simplicité. C'est aussi pour ça qu'on a accroché au début, c'est ce côté un peu old school du CrossFit. Ouais. Et effectivement, tu vois, le fait 45-15 et en fait cette avancée de 5 mètres, t'as vraiment cette dynamique, t'as envie de voir qui va prendre des risques. Ouais, t'as une vraie bagarre, tu vois, vraiment les 45 burpees dès le début, tu vois ce qui se passe sur les lanes, tu regardes un peu à droite à gauche comme tu peux, mais il faut que tu bouges. Donc en fait, t'es un peu dans un moment de guerre parce que faut pas lâcher le pace. Ça bouge à droite à gauche, tu regardes vite qui c'est qui rentre en premier sur les cleans. D'ailleurs, ce côté j'avance avant les uns ou les autres, tu vois. En vrai, je trouve que t'as un moment d'un peu de guerre là, tu vois, de bagarre qui est magnifique. Ouais, puis là, avec des mouvements simples. On sait tu vois le début, t'as des mecs qui partent ultra fort sur les burpees. Tu te dis, attends, est-ce que c'est un coup de poker ou est-ce qu'il va craquer après? Parce que 45, c'est pas négligeable quand même à la fin du week-end. Et j'en profite aussi pour féliciter tous les juges, parce que c'était quand même un WOD qui était pas forcément facile à juger. Les athlètes aussi ont très bien respecté les consignes qui ont été données, parce que tu peux très vite arriver, tu sais, au power clean que tu finis en jump et tu marques pas vraiment les coudes. Et là, les juges ont été très très réactifs pour apporter vraiment une solution à tout le monde équitable, quoi. Nous, ça nous tient à cœur de reparler quand même de l'histoire du WOD 2. Ah tiens. Pourquoi? C'est vrai que c'est un sujet, forcément, quand il se passe quelque chose comme ça, tout le monde a envie un peu d'avoir des réponses et tout ça. Est-ce que vous pouvez, Justin, tu peux retracer un peu l'histoire de ce WOD 2? Déjà, pourquoi tu as voulu mettre en place ce WOD en premier lieu? Et ensuite, ce qui s'est passé dans la soirée et qui a amené à la décision par la suite. Avec Mika, là, tu vois, par exemple, et avec l'équipe de manière générale, hein, attention, hein, c'est vraiment tout un groupe. Là, d'ici un mois, on va faire une réunion bilan, on va commencer à avoir quelques orientations pour l'année suivante. Et c'est à partir de là aussi, après les Games, comme Mika l'a expliqué juste avant, que il souhaitait avoir aussi cette ambiance à l'américaine, avec ce gazon, avec ses gradins extérieurs, avec les spots, et avec potentiellement aussi un WOD qui finit plus tard pour vraiment avoir cette ambiance côté crépuscule aussi sur le WOD. Et donc moi après je m'inspire de ça parce que je trouve que comme on en a parlé, il faut créer un univers, et en fait c'est ce qui va rendre les WOD un peu légitimes encore plus, le petit 5-10% en plus de supplément d'âme. Et là pour moi il fallait un WOD sans facteur limitant réel, donc avec deux mouvements où il y avait moins de technicité,
comme la course et le sled. En fait, il y a pas de technicité à vrai dire. Hein, c'est tu cours et tu pousses. Et on voulait du coup créer cette ambiance. Voilà, on voulait créer cette ambiance, que le WOD corresponde vraiment à l'instant qu'on allait vivre, à l'ambiance qu'on avait créée. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été choisi et réalisé en ce sens. Quelque chose d'assez dynamique, que ce soit pour les indives ou les teams. Les teams, au début, t'avais beaucoup de monde sur le floor, tu voyais pas ce qui se passait, et à la fin, un seul athlète passait en partenaire 3, et là du coup tout le monde était sur l'overrun, peu importe les avances ou les retards en fonction des teams, le floor était propre, et là tu sais qu'il restait plus qu'un aller-retour en sled. Voilà. Et pour les indives, pareil, c'était assez serré, il restait qu'un aller-retour à la fin, et tu savais qu'une fois les 12 cales terminés, il y avait un athlète qui sortait, c'était un aller-retour et c'était terminé, c'était le finish. Donc en soi, je trouve que dans la réalisation, il était comme on l'avait imaginé. Et on a tous vécu ce beau moment ensemble, notamment parce qu'il a été créé en plus avec le feu d'artifice, tout ça. Après, par contre, effectivement, il y a eu des éléments perturbateurs qui sont entrés en jeu. Le WOD a démarré sur les coups de 16h20, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont pris un coup de soleil, les overrun aussi. Même pas. Enfin, il y a eu le soleil. Il y a eu le soleil, mais ça, c'est des choses. Qu'il y a pas que. C'est des choses dont on est conscient. Parce que on sait qu'on est à Nîmes, on sait qu'il fait chaud, et les overruns, on les teste au BHC, on les a mis sur les affiliates battle l'année dernière, on les a déjà testés aussi outdoor sur des entraînements ou autres, ça a jamais bougé. La seule chose qui peut arriver, si c'est vraiment ça prend un gros coup de chaud, c'est les écrans comme toute ergo en fait, qui peuvent voilà. Mais ça, tu mets comme on l'a fait avec la Team Bull, qui l'a très bien respecté, mis des chiffons dessus entre chaque WOD pour rafraîchir l'écran, et voilà. Et ça, on savait que ça allait tenir. Par contre, en fait, là où les gens doivent être conscients, c'est que depuis 16 heures, on a une problématique qui est survenue, due à l'environnement, due au floor, qu'on pouvait pas anticiper nécessairement. Et en fait, c'est venu principalement des plaques OSB. Donc en fait, depuis le début des inters, on a commencé à avoir beaucoup de réclamations. Et donc nous, on a essayé de combler ces réclamations en réfléchissant à des pénalités, etc. Et on a fait beaucoup de rotations sur les ergos. Au point même où on en est arrivé à la fin, donc forcément au passage des élites, à la toute fin où il y a eu une ligne, on pouvait même plus changer d'ergo parce qu'on avait déjà créé toutes les rotations d'ergo. Et des fois même, certains ergos fonctionnaient sur certaines lignes, fonctionnaient moins bien sur d'autres, et ainsi de suite. Donc en fait, il y avait quelque chose qu'on contrôlait pas là-dedans. Et du coup, on a accepté, on savait très bien que c'était pas égalitaire, là, à l'heure actuelle, mais la seule chose qu'on pouvait faire pour assurer un test complet et équitable pour tout le monde, c'est que tout le monde fasse le WOD, et que tout le monde ait la même fatigue. Voilà, c'était la première chose à assurer. Il fallait accepter que, certes, on voit bien que cette ligne-là, il y a quelque chose qui se passe, et il y a eu plein d'autres lignes en vrai, mais on est obligé d'accepter un peu ce qui se dit, etc. Parce que nous, ce qu'on veut avant tout, c'est que les athlètes soient équitables sur la fatigue qui a été créée. Ça, c'est très important. Et du coup, a posteriori de l'événement, on est donc resté avec Mika, avec la Team Build. Et on a testé tous les overruns jusqu'à quelque chose comme 1h30 du matin. Donc, j'ai fait 20 calories sur chaque ergo à 17 km/h, donc entre 16,8 et 17,2, enfin voilà. Et donc ça représente 22 ou 23 ergos. Et il y avait des différences qui allaient pour 20 calories en moyenne de 19 secondes. Donc des fois, il y avait un peu moins, des fois, il y avait même un peu plus. Sachant que, par exemple, Romain, il a fait un WOD où c'était 28, 20, 12. C'est-à-dire 60 calories. Ça veut dire que il a fait 3 fois ce que j'ai fait en testing. Donc, là où j'ai trouvé 19 secondes d'écart sur 20 calories, ça veut dire que certains athlètes ont eu quasiment 1 minute d'écart sur 60 calories overrun au total. À la même vitesse. Et sur un WOD comme celui-là, c'est un monde. C'est un monde. Voilà. Et en fait, si ce serait cantonné à un seul ergo, ou si ça avait été vraiment venu de l'ergo, on aurait pu, tu vois, mettre des mesures en place. Mais non, là, on a commencé à faire du scoring jusqu'à 3h du matin. On est revenu à 6h. On a continué le scoring. On commençait à avoir 50, 60, 70 réclamations, etc. Et en vrai, là, on s'est rendu compte tout simplement que ce n'était pas dû spécifiquement à la chaleur, mais aussi aux plaques OSB qui venaient créer une vibration. C'est ce qui se donnait un peu cette impression de pliométrie aux athlètes alors qu'ils couraient sur un overrun où normalement, il n'y a pas vraiment de pliométrie. Et en fait, c'est ça qui déréglait le comptage des calories. Donc en fait, l'overrun est pour rien, et on le dirait si c'était le cas, tout simplement, parce qu'on est transparent sur tous les sujets. Mais c'était pas le cas. C'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs, parce qu'on se sentait légitime de mettre cet ergo et qu'il a toujours fonctionné. C'est même bien pour ça que même quand on switchait d'ergo d'une lane à une autre lane,
l'ergo qui était apparemment en dysfonctionnement sur une lane, qu'on le mettait ailleurs. Oui, ça, c'est un commentaire qu'il y a eu. Ils nous ont dit, bah là, j'étais sur une lane, ils ont changé l'ergo et quand même, machin et tout. Donc, en fait, voilà, là, on a la réponse. En fait, c'est qu'on aurait beau changer les ergos autant de fois que tu veux. Ça venait des plaques d'OSB qui étaient dessous qui, avec le léger, hein, ça vient petite friction qui se fait et que ça bouge très légèrement, ça suffisait pour ça. Voilà. C'était pas sur un béton dur, net, comme c'est censé être le cas. Et qu'en fait, on a eu beau bouger les ergos. C'est pas l'ergo qui était en défaut. C'était finalement la lane elle-même. Et donc, à la fin de la fin, c'est trop compliqué de... C'est ça. Et en fait, comme on a essayé de faire au maximum sur les scorings, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas être équitable avec les scorings parce que tu pouvais pas vérifier sur le live. Tu vois, sur la machine, tu peux pas voir les calories qui défilent. En soi, les ergos fonctionnaient. C'est juste qu'ils étaient déréglés à cause de l'OSB. Donc, un petit peu plus, un petit peu moins, beaucoup plus, beaucoup moins. Et même beaucoup d'athlètes, en fait, qui étaient pas conscients, qui avaient été lésés ou un peu favorisés. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu te réfères aux règles du jeu, où là, les athlètes, doivent être conscients aussi qu'il y a des règles du jeu dans les compétitions. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça devient des conditions partiales, si l'environnement agit trop sur certaines choses, eh ben, la seule équité que tu peux réellement appliquer, c'est le fait d'annuler le scoring, malgré que tout le monde ait eu la même fatigue, et ça, c'est le plus important. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et je pense, en fait, tu sais, c'est des phénomènes un petit peu de groupe aussi, et on peut pas en vouloir aux athlètes, parce que t'écoutes un peu ce qui se dit à droite, à gauche, plutôt que de lire 2 mails complets qui étaient quand même assez longs. Mais nous, on tenait quand même à bien expliciter ce qui s'était passé. Et bien, du coup, en fait, bouche à oreille, tu te dis, bon, il s'est passé telle chose en élite. Et en fait, ils ont peut-être changé à cause des retours élites, alors que pas du tout. Déjà sur ce sujet-là, en fait, le sujet est clos tout simplement parce que moi, j'ai eu plus de retours d'élite qui voulaient garder le scoring que l'enlever. Tu vois, donc ça a été plus problématique de l'enlever que aux yeux des élites que de le retirer. C'est sûrement pas la politique de la maison de se dire attends parce que les élites nous ont dit ça. Non, on est impartial et c'est pour tout le monde pareil. Et la vérité, élite, inter, ce que tu veux, c'est exactement. Et en fait, on a surtout depuis le début aussi écouter les inters et en fait c'est juste que les gens s'en rendaient moins compte au début. Mais nous on a la même attention pour les inters que pour les élites. Et donc à la fin quand tu fais tous ces testings, que tu essayes de tout faire pour le scoring, etc., ta seule solution c'est ça. Voilà. Cet ergo où on le sort à la fin où j'ai un athlète qui me dit mais Mika regarde celui-ci il est beaucoup plus dur que les autres, regarde, on le sort, je me mets dessus à courir, il me regarde, on se regarde, en fait non. Oui maintenant qu'on l'a mis sur du dur et que c'est nickel, il redevient normal. Bon, allez, il m'a regardé, je dis, tu vois que non. Mais en même temps, on savait très bien qu'il y avait quelque chose. On savait pas où encore à ce moment-là. Mais voilà, on a pu le réparer par la suite en se disant, OK, bon, mieux c'est d'être impartial et d'annuler ce WOD complètement. Ouais. T'as pensé quoi, Romain, toi, de ce WOD en tant que tel et même la décision qu'a suivi? Alors, ce WOD en tant que tel, pour lactique de ouf. Clairement, pour s'endormir après ça, très compliqué. Mais c'est ça qui fait aussi la compète, tu vois. Là, t'as 2 balles dans les pieds là pour le premier jour avec le long WOD qui a été effectué WOD 1 et après un bon WOD bien court, bien lactique qui te défonce les cuisses clairement. Et pour t'endormir après ça, c'était compliqué. Mais j'ai trouvé ça stylé. En plus, du coup, dehors, clairement, c'était les mini Wodapalooza de France. On va pas se le cacher. Et après en termes du scoring, la décision est la décision. Moi pour le coup je pense que ça m'a joué en ma faveur, donc on va pas cracher dessus clairement. Après j'ai un overrun à la maison, il a jamais déconné non plus et pourtant il est au pic du soleil, donc je pense pas non plus que ça venait de la machine. Mais après l'électronique c'est l'électronique, clairement ça c'est les aléas je pense du direct on va dire. Comme je l'ai dit encore hier à Mika, on regarde là les événements là actuels, Tomorrowland, la scène elle crame. Voilà. Bon là il faut réagir de suite quoi. Donc ça après ça nous on voit que sur l'instant T en fait. Nous on juge sur notre hit. Ah ouais mais lui il est allé plus vite et tout, mais on n'a pas ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a après aussi. Donc tout ça, tu vois, tout ça là on le sait pas. Enfin sauf quand on a lu le mail bien sûr. Mais ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Et du coup, il faut prendre une décision après. Je pense que oui, il y en a certains, ça allait pénaliser tout. Et pour un classement comme ça, où clairement, on va pas se le cacher, il y a du cash à aller chercher, ça râle. C'est pour ça. C'est ça. Je pense que indirectement, c'est pour ça. Mais si on reprend ce qu'a dit Jocelyn, il y a des règles du jeu. Et du coup, faut les appliquer. Si tu prends un peu de hauteur, tu vois, tu te dis en fait, si tu es fair play avec tout le monde et que tu te dis ok, il y a eu ce souci-là, il faut déjà que nous en interne on part à ce problème-là
y a une décision à prendre. Si, vraiment, en tant qu'athlète, je pense, si t'es fair play, que tu prends un peu de hauteur, ok, elle taille ou pas, elle aille dans ton sens ou pas, je pense que c'est réellement la meilleure décision pour avancer. Et je le redis, et je tiens à le dire en tout cas, mais que ce soit aux FS Battle ou dans tous les événements, aux Games, au Rug, où tu veux, il se passe de nombreuses choses de ce style-là, et c'est normal, c'est ce qui fait un événement en fait. Et c'est sûr qu'on peut sinon faire des choses très basiques, très simples, et puis il n'arrivera rien, ou encore que. Mais c'est ce qui fait un bel événement aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle, c'est ce qui a créé quelque chose, et on a avancé là-dedans, et c'est génial aussi. Pardon, Théo. Non, mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand même l'attention que t'as portée. Je veux dire, parce que là, il y avait 2 chemins parallèles. T'aurais pu dire, bon, genre, on n'a rien vu, hein, et puis on va mettre le scoring à tout le monde, et il s'est rien passé. Oui, et puis pas d'explication. Pas d'explication, mais comme il y a eu beaucoup, il y a eu aux Games, pas pour les tacles ou quoi que ce soit, hein, mais l'année des sleds, où il y avait des lignes qui étaient très lentes et des lignes qui étaient très rapides. Et après, ils se sont rendus compte que sur 2 lignes, t'avais un ventilo qui projetait de l'eau. Et comme par hasard, c'était celle-là qui était les plus rapides, vu que t'avais de l'eau partout sur le turf. À l'Irox, le sled qui passe, bon, bah, désolé, les gars, du coup, vous serez pas qualifiés au championnat du monde, vous serez pas champion du monde parce que vous avez eu la mauvaise ligne. Ou pareil, aux semi-finales, les fameux assaut runners qui avancent pas. En fait, t'as plein de compètes qui ferment les yeux complètement aussi. Malgré que t'aies des mecs sur YouTube qui fassent des analyses, qui montrent que t'as tel truc qui est plus lent. Nous, on a pris une décision intra-compétition. Je pense que déjà, c'est respectable à ce niveau de dire, bah voilà, il y a eu de la réaction en live, quoi. Tu vois, je pense que vous avez plus subi, vous, la décision. Bon, nous aussi, clairement. Mais c'est vous qui avez pris le plus cher, entre guillemets, tu vois. Parler, quoi. Parce que ça fait parler. Et pour toi, t'annules un WOD, ta compétition est... Oui, il y a plus comme on a dit avant, ce WOD, en plus, c'était pas un WOD, c'était pas un brave 7 minutes burpee sur le floor. T'as fait 94 tonnes de sable et t'as annulé le WOD. Il y a beaucoup de choses à dire, en vrai. Parce que c'était effectivement un WOD phare. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transparence et la bienveillance, on la doit à tous. Mika, c'est toujours ce qu'il a essayé d'insuffler en tant que leader dans l'événement. Nous, on a tous été un petit peu athlètes à droite à gauche et c'est tout ce qu'on aurait aimé vivre, comprendre un peu plus pourquoi et comment se passent les choses. Et en fait, faut se dire une chose, c'est que oui, il y a beaucoup d'investissement de la part des athlètes et je pense qu'ils se rendent compte qu'on le mesure, cet investissement. On essaie vraiment de créer une finalité et de faire en sorte que tout le fruit de votre travail puisse être mis en lumière le temps d'un week-end et que tout le monde puisse en profiter, pas seulement vous, mais aussi les gens autour. Mais après, en fait, c'est ce moment, on se l'est créé ensemble. On se l'est créé ensemble. C'était un choix. On va dire oui, sled et overrun. Est-ce que c'était risqué? Ben non, parce qu'à la base, quand on le teste, le sled glissait bien et l'overrun, c'est un matériel qu'on a déjà testé qui bouge pas d'un poil. Donc en soi, c'était vraiment l'OSB. Donc ça, on pouvait pas en être conscient. Même si là, on en parlera après, ça nous invite bien sûr à une remise en question, à de l'écoute et à réorienter aussi dans des choses encore plus contrôlables pour la suite. Mais en soi, ce moment, on se l'était offert ensemble. Moi, ce qui m'a peut-être, on va dire, t'essayes de prendre un petit peu de hauteur, tu vois, et de pas te laisser toucher personnellement par certains retours, parce que des gens sur le coup, avec l'émotionnel, peuvent pas forcément être ultra rationnels. Mais c'est vrai que quand on te dit tu m'as volé un événement, tu vois, c'est dur à entendre, parce que non, cet événement, on se l'est offert ensemble. Tu vois, nous, ce qu'on voulait, c'était, et c'est ce qui s'est passé parce qu'on l'a vraiment vécu en soi. Ça a été annulé le lendemain. Mais ce qui s'est passé, c'est que t'avais un WOD sans facteur limitant où tu pouvais pousser l'intensité et ta seule limite, c'était toi-même. Et nous, on a fait en sorte que t'es le public, t'es l'ambiance, t'es les spots, t'es la musique et que tu puisses un feu d'artifice au milieu un feu d'artifice et que tu puisses dépasser en fait tes propres limites grâce à l'environnement. Tu vois. Et oui, peut-être que le sled, il te congestionne les jambes et qu'après ton cœur, il a du mal à pomper à cause de l'overrun, mais tu vas réussir à dépasser ça grâce à ton émotionnel et parce qu'on a créé autour, tu vois. Et ça, on l'a vécu. On peut pas se le retirer. Après, ce que derrière, en fait, non, on t'a pas volé quelque chose. On l'a tous trouvé regrettable que ça se passe comme ça. Après, là, par contre, c'est des discussions, tu vois. Est-ce qu'il faut le dire directement le matin? Tu vois, c'est des discussions que j'ai eues à pas mal d'athlètes. Par exemple, Aline, elle a été un peu plus touchée par le fait que ça a été annoncé le matin et que du coup, ça allait perturber pour ses votes de la journée. Donc, est-ce qu'il fallait attendre le soir? En plus, il y aurait eu plus de scoring et du coup, on n'aurait pas eu l'impression que tout était chamboulé, parce que c'est vrai que tu avais le premier vote qui était un peu endurance et le deuxième qui était très puissance. Donc, tu avais l'impression que si on te retirait celui-là, en fait, la compète avait plus rien à voir. Alors qu'en soi, nous, on est conscient du test concret par le scan compétition. On sait exactement qu'est-ce qu'on favorise, défavorise. On le sait tous, on a un petit penchant, on crée quelque chose de complet, mais on adore aussi les WOD spectaculaires, intenses. Et quoi qu'il en soit, en fait, quand tu as un profil un peu sprinter, tu t'en sors bien aux affiliés de battle. Donc ce WOD-là venait mettre les deux pieds dans le plat pour le profil sprinter. Mais en soi, tu le retires, c'est toujours complet. Tu vois, c'est juste que nous, on avait polarisé un petit peu le test sur ça. Tu vois, donc on peut pas me dire, t'as retiré ce WOD-là, c'est plus complet. En vrai, je l'aurais pas mis de base, on m'aurait rien dit. Tu vois. Donc en fait,
moi, je suis toujours ouvert à la discussion et on a beaucoup écouté les athlètes. J'ai essayé d'être le maximum présent justement parce que tu connais aussi un peu les inerties de motivation dans une compète. Tu sais, des fois, t'as un WOD qui te met bien, ça te donne encore plus envie de faire l'autre. Oui. Ou au contraire, t'as un WOD qui te met pas bien et du coup, là, t'as envie d'arrêter la compète, tu vois. Ouais. Donc, on voulait offrir, en fait, ça aux athlètes. On leur a dit, on est présent au bar, vous pouvez venir en parler, etc. T'as eu beaucoup de discussions à ce moment-là? Ouais. C'était plutôt dans la compréhension ou justement t'avais des gens qui étaient fermés sur les options? C'est toujours pareil, hein. En soi, c'est ceux qui avaient besoin de plus de le verbaliser qui viennent te voir. Ceux qui ont compris et qui sont complètement en accord, la masse silencieuse passe à autre chose, elle est en accord et basta. Mais du coup, en voyant le fait que des fois ça pouvait provoquer des réactions aussi, on a eu aussi beaucoup de gens qui sont venus dire non, c'était effectivement la décision la plus équitable et vous avez raison de faire ça et entre guillemets merci pour votre communication sur ça intra-événement. Moi j'en ai eu énormément, hein. Quand je check tout le monde au passage à l'entrée, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit mais c'était la meilleure décision à prendre et merci, on passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et c'est très bien et je pense que le mail que Jocelyn a rédigé, ça fait voir à quel point pour nous, l'expérience, encore une fois, athlète, elle est ultra importante. On n'a pas fait l'autruche, on a expliqué les choses, ça peut arriver. Et on compte aussi sur la compréhension de tous, tu vois. On n'arrive pas dans un événement comme ça, au hasard, où, en fait, c'est tellement de travail pour arriver à ça. On a besoin aussi que tout le monde comprenne que ce qu'on a mis en place, c'est quand même fou et qu'il faut le respecter et avancer, quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. C'est ça, puis on nous parle du cash prize, mais on en est conscient du cash prize. C'est l'événement qui le met en jeu. On sait ce que ça coûte de mettre un cash prize sur l'événement, tu vois. L'investissement tout au long de l'année, bah oui, quand tu regardes, nous, on a envie de mettre en lumière tous ces athlètes, ces 740 athlètes, mais combien aussi il y a de gens qui s'engagent pour faire en sorte que ces 740 athlètes puissent vivre ça. Il y en a encore moins, tu vois. En soi, faut prendre conscience que, ça c'est important, hein, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Si, on va dire, il y a 3-4 gros groupes de personnes qui disent stop, oui, il y a plus de sport du CrossFit en France, quasiment. Il y en aura toujours, bien sûr, mais en tout cas, les gros événements, tu vois, il n'y en aura plus. Tout à fait. Et ça, il faut y penser en termes de gratitude et de savoir exprimer les choses au bon moment. Voilà. Et je pense que... Vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. Ouais, non, bien sûr. Mais là, pour revenir, tu sais, ça râle sur la compète et tout. Je pense que, tu sais, sur l'instant T, on est tous chauds. Bien sûr. Tous plus ou moins sanguins ou pas. Effectivement. Mais là, là, les personnes qui regarderont le podcast ou même juste après la lecture du mail, les gens après la compète, ils repensent à ça, en fait, si ça les a vraiment marqués. Ils repensent au mail que vous avez envoyé, etc. Et je pense qu'en vrai, indirectement, tout le monde a compris la chose et tout le monde aurait fait cette décision-là, je pense, en étant vraiment humain, tu vois. Oui, ou alors t'as juste des compètes qui disent bon bah next, tant pis, il y a une erreur de notre part parce que ils font des communiqués, il y a une erreur, ce sera pas, on va pas rien corriger et ça bouge pas et là ça a d'autres critiques derrière. Ouais, mais là pour du coup avoir testé jusqu'à du coup 2 ou 3 mais oui, c'est ça, vraiment, on est resté jusqu'au bout. C'était la meilleure séance de l'année, les gars. Avant intermittent de l'année. Parce qu'il y a pas eu que le mail, je crois, il y a eu aussi des vidéos à chaque personne en privé où t'annonçais le truc que t'avais testé, tous les overruns, etc., etc. Pas forcément chaque personne, mais ceux qui nous avaient écrit à ce moment-là, quoi. Ouais, voilà. De faire une vidéo et après on a dit bon, on va faire quand même un mail explicatif pour tout le monde, tu vois, voilà, qu'on réponde. On a essayé d'y répondre en live avec certains et ceux qui nous écrivaient plus tard le soir qu'on pouvait plus voir. À ce moment-là, tu leur envoies une vidéo. Et après, pour tout le monde, le mail, que tout le monde ait la même source d'information, quoi. Il y a eu aussi un événement dont on n'a pas reparlé, c'est la venue de la FLD, qui a réjoui pas mal de monde parce qu'il y a un mouvement quand même dans le sport qui montre que les gens veulent plus de contrôle, surtout quand il y a des gros cash prize. Est-ce que tu peux expliquer, Mika, comment ça se passe quand t'as la FLD qui débarque à la combat? Déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est toi qui les as appelés. En réalité, non, c'était pas forcément au courant. Et ils sont venus comme ça la veille, il me semble. Ouais, effectivement, ils sont venus le vendredi, bien sûr. Ils sont venus le vendredi. J'étais pas au courant de ça. Et c'est la deuxième fois aux FS Battle, troisième fois aux FS Battle qu'on a la venue de la FLD à de différentes manières. C'est-à-dire que je me rappelle que la première fois, ils avaient testé que quelques athlètes, peut-être 6 ou 8. Et puis la deuxième fois, une douzaine. Et là, cette année, ils en ont testé plus de 30. Ok. C'est quand même assez énorme. Sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories, je crois pas en inter. Ok. Je crois pas en inter. Toutes les catégories indiv. Oui, indiv, non, j'ai eu sur des teams aussi. Ok. Ouais, j'ai eu sur des teams aussi. Et effectivement, je n'étais pas au courant. Alors bien sûr que c'est de plus en plus, entre parenthèses, les FS Battles sont de plus en plus surveillés parce que la compétition fait du bruit et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'aujourd'hui la FLD puisse passer et faire ces contrôles-là. Comment ça se passe? Bah écoute, simple, hein, ils arrivent avec une petite délégation et puis ils te disent que bah
vont effectuer un contrôle et que tu es censé les aider à ce que ça se passe correctement. Tant qu'il y a du respect entre eux et moi et qu'ils mettent pas en plus des problématiques dans ma compète parce qu'ils me demandent des bénévoles pour pouvoir les aider à aller chercher les athlètes. C'est compliqué, ce que je leur ai dit. Je suis complètement d'accord. Je vais pouvoir vous mettre quelques bénévoles à disposition pour qu'on puisse aller chercher les personnes concernées. Mais je peux pas non plus déstabiliser mon organisation pour autant, quoi, tu vois. Donc voilà. Après, ça s'est très bien passé. Honnêtement, j'ai joué le jeu aussi. Le samedi, ils ont testé pas mal d'athlètes. Le vendredi, samedi et dimanche aussi. Après, il s'est passé ce qui s'est passé sur certains athlètes. C'est ainsi. On verra bien les résultats par la suite. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que les résultats me seront communiqués. Ok. Et ensuite, écoute, comme d'habitude, est-ce que je les mets en ligne, je les mets pas en ligne, est-ce que justement, la grande question, c'est ça. Est-ce que la FLD fait un communiqué et dit on a contrôlé telle personne, il y a tel résultat positif, mais on dira pas qui c'est? Ou est-ce qu'ils disent les noms? Est-ce que c'est toi qui as un peu la liberté là-dessus? Écoute, les années précédentes, si tu veux, ça me passait un peu au-dessus parce que il n'y avait pas eu toute cette polémique autour de tout ça. Et aujourd'hui, par contre, ça devient de plus important, donc je vais y faire attention. Effectivement, ils me seront communiqués. Est-ce qu'ensuite, eux, de quelle manière ils vont le communiquer ou pas? Je sais que non, je crois pas qu'ils le fassent public. Ok. Je ne crois pas, mais encore une fois, c'est des choses je suis en lien avec eux en ce moment même où on se parle, c'est marrant, ils m'ont écrit hier. On en a parlé, Joe. Donc, on va avoir des informations sous peu. Est-ce que ça sera rendu public de leur côté? Encore une fois, je ne crois pas. Par contre, les résultats me seront communiqués, ça c'est sûr. C'est comme ça que ça va fonctionner vu que c'est une question privée. Et puis voilà, la suite. Et toi, tu peux, si tu as un athlète qui a été contrôlé positif, tu peux annuler sa participation, donc annuler son cash price et annuler tout ça. Clairement, ça sera le cas. Si jamais j'avais des retours positifs de certaines personnes qui regardent, ça sera le cas. Maintenant, je pense à l'intégrité de tous. Maintenant, bien sûr, c'est tous autour de cette table. Il y a des choses qui se passent et je suis pas fou. Je sais bien que voilà. Maintenant, on verra. Je n'ai aucune idée des résultats. J'en sais strictement rien. Mais le jour où je les aurai, si jamais il y avait eu une seule personne qui serait au podium et qui serait quoi que ce soit, oui, je ferai clairement ce qu'il faut. Comment ils choisissent? Il y a eu 30 tests et 740 athlètes. Clairement, souvent on entend, tu sais, ils viennent et puis un peu au hasard. Alors clairement pas. Parce qu'ils ont déjà des feuilles où il y a noté le nom dessus. Au départ, ils viennent et ils sont très sympas. Encore une fois, ça s'est bien passé. Le dimanche un peu moins parce que ça a changé de personne à la tête. Encore une fois, tiens, pour la petite anecdote, c'est marrant, mais comme quoi dans toutes les institutions, peu importe où, tu peux avoir un moment avec une équipe où ça se passe super bien, puis après tu changes la personne, le lead de l'équipe. La personne était beaucoup moins agréable et beaucoup plus, illogique à souhait. Ça se passe beaucoup moins bien et j'ai moi aussi remis mon degré de sympathie dans une autre direction. Le dimanche, maintenant le samedi, j'ai été très sympa parce qu'il l'était aussi. Il est encore vivant ou pas? Et donc voilà, on verra par la suite comment ça se passera en tout cas. Mais ok. Là, les résultats devraient tomber quand? On est le 24 juillet aujourd'hui. Ils m'ont donné vraiment une fourchette. J'ai un peu honte de te répondre, mais c'est sous 2 mois encore, donc j'en sais rien. Okay. Ouais, voilà, c'était test urinaire uniquement? Ouais, urinaire. Ok. T'as été testé, Romain? Dès le WOD 1 à la sortie du WOD 1, ils sont venus me chercher. En fait, ils viennent à la fin de la ligne et vraiment, ils observent que tu retournes pas. Que tu t'en ailles pas de la compétition. Ouais, clairement, c'est mon frère qui est parti chercher la carte d'identité et tout ça. Enfin, il te lâche pas, pas du tout. Mais je me suis levé de la chaise, le mec a dit non, restez ici. Je me lève la chaise, Ça dépend si t'es mineur ou pas aussi. Ouais. Quand t'es mineur, il faut un représentant légal. Ouais, il faut un parent ou un représentant légal. Mais ça, pour le coup, c'est cool qu'il fasse ça en vrai. Parce que bon, bien sûr, on entend des bruits de partout. Moi, le premier, on dit que je suis chargé et je le sais que ça vient à mes oreilles. Hein. Après, ça te passe au-dessus ou pas, tu vois, au contraire, ça donne encore plus de motifs et de vouloir tout un peu le travail soit respecté, tu vois. Après, en fait, c'est parce que t'as plus de mecs qui sont contrôlés négatifs que positifs. Et ça, encore heureux. Oui. Mais du coup, quand t'es contrôlé négatif, tu reçois pas de justificatif. Tu peux le demander, par contre. Moi, tu vois, je me suis fait contrôler au French l'année dernière, tout ça. Mais là, les gens, ils le savent pas. Enfin, t'en as pas ça arrivera. Enfin, les gens critiqueront toujours et diront toujours quelque chose si t'es plus fort qu'eux ou si t'arrives à faire quelque chose qu'eux n'y arrivent pas. Et ça, j'ai l'impression, c'est un peu la mentalité française, on va dire. Ça, et c'est aussi le devoir des athlètes, je trouve, de montrer un peu plus comment ils s'y prennent.
qu'est-ce que ça représente un quotidien d'athlète, tu vois, pour que les gens comprennent aussi, tu vois. Mais en vrai, c'est un vrai devoir de relation publique, tu vois. Parce que pour le coup, tu fais très bien, parce que c'est vrai que sur tes réseaux, on voit à quel point tu te donnes, à quel point entre ton travail. Ouais, après, tu sais, j'ai même des retours en disant, ah ouais, mais il ment, il fait pas des nuits, des trucs comme ça. Ah ouais. Tu sais. Bon, après, tu vois, je m'en fiche. Enfin, je sais ce que je fais, je dois rien à personne. Je sais que je fais mes nuits, que je travaille, enfin, quand je mets les trucs, c'est pas des fakes. On me dit, je dis pas, ah, vas-y, envoie-moi une photo à 3h du mat ou à 1h30, là. Ouais, non, c'est bon. Non, mais moi, je te suis depuis 2015 et si ça peut en rassurer certains, les gars, quand t'es dans le CrossFit à fond depuis 2015, toute la semaine, tous les mois, toute l'année, il y a absolument aucune illogicité dans la progression de Romain. C'est juste logique, c'est le résultat d'un travail et des fois ça met des années à payer et tu perces un peu entre guillemets des fois du jour au lendemain et c'est même pas le cas de Romain. Romain, c'est vraiment un fitness complet qui est prouvé d'année en année. Et là, maintenant, il a pris le parti pris de favoriser un peu l'haltéroforce aussi. Et du coup, ça va forcément payer parce qu'il a fait tellement d'années sans le favoriser que, et là, c'est une petite année un peu transition pour moi, pour toi. Peut-être même 2 années de transition. Et après, pour moi, tu vas atteindre encore un autre step, un autre plafond de verre d'ici 2 ans, quoi. On a fait cette année vraiment 100%, enfin, 90% vraiment haltéro. Là, pendant la saison off, on s'est vraiment consacré sur ça avec Lucas et mon frère, bien sûr, il était épaulé de Lucas. Et du coup, là, du coup, on a vraiment une trame. Et ensuite, là, du coup, on a replanifié un peu cette année. Et là, on va repartir sur la saison pour 2026. J'allais te demander comment, là, donc du coup, tu fais les Marseille, après ta saison se termine, c'est ça? Ouais, là, je fais les Marseille. Je fais 2 semaines off. Franchement, je suis en train de voir pour partir à la pêche. Enfin, vraiment faire un truc où, bien. Ouais, je lâche un peu. Bien sûr, je bougerai. Je peux pas ne pas bouger et vraiment rester en off. Enfin, sinon, je suis pas bien. Oui. Faut que je parte courir ou un truc du style, quoi. Il faut qu'il y ait toujours un petit truc. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais je vais prendre 2 semaines off. Après, bon, il y a le travail aussi, donc je vais travailler parce que là, je suis en vacances actuellement. Je reprends samedi prochain et après. On sait de nuit, on le sait. Ouais. Je travaille pas vraiment. que des jours. Bah oui. Et mine de rien, les jours, ça me tracasse plus que les nuits, en vrai. Ouais. Mais bon. Okay. Mais après, non, là, pour le moment, septembre, peut-être si elle est qualif des Miami, comme je disais à Mika, tu vois, je suis allé au Miami français, donc il faut que je retourne au Miami américain. Et du coup, septembre, les qualifs de Miami. Et après, octobre, je sais pas. Là, pour le moment, je t'avoue que je pense plus à ce qui arrive là demain à Marseille. Non, mais c'est sûr. Et après, on en rediscutera avec mon frère de ce qui va tomber. Oui. Parce que bon, enfin, maintenant, dans le CrossFit, t'as des trucs tous les week-ends, quoi. Oui, c'est ça. Et il faut choisir, quoi. Non, mais c'est intéressant quand on a 10 ans de carrière comme toi, en fait, comment on se relance après une énième compétition, mais podium ou pas, victoire ou pas, tu vois, comment tu trouves le truc pour te relancer sur la saison d'après, refixer les objectifs, refixer un plan d'entraînement, enfin, c'est super intéressant. Ouais, enfin, moi, je sais que j'ai toujours gardé un peu cette envie-là. C'est les événements, maintenant, ils deviennent de plus en plus gros. Donc, t'as toujours envie d'être là. Parce que ça devient toujours, plus gros. Donc, vas-y, mon Baptiste, on le fait. Non, bah, si. Donc, feu. Parce que là, à la base, Marseille, il m'a dit, après les affis, il m'a dit, on n'y va pas. Ah ouais. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est bon, on y va. Surtout qu'après, après les affis, c'est là où la programmation était bien. Parce que nerveusement, oui, j'étais un peu fatigué. Clairement, on a repris la route lundi, on est rentré à la maison. J'ai bien dormi la nuit du lundi soir. Hein. Mais mercredi, j'ai repris à bouger correctement. J'ai repris un peu de barre tranquille. Et j'étais bien. C'est là où tu vois que la programmation d'une compétition est bien aussi. Oui. Parce que je suis ressorti de certaines compétitions. T'es vraiment cassé en fait. Mais t'es nerveusement, t'es vraiment HS et tu sens que t'es courbaturé de ouf. Si tu regardes les volumes de la compétition, en fait, ils sont quand même intrinsèquement un peu bas sur les mouvements. Par exemple, tu vas retrouver 42 toes to bar, 22 wall facing HSPU. Donc certes, tu peux revenir dessus pour certains sur la MRAP de 14 minutes qu'il y avait. Mais en soi, des toes to bar, normalement, dans certaines compétitions, tu peux en trouver quasiment 120. Tu vois, 4 x 30, 4 tours avec 30 reps. Des wall facing HSPU, tu peux en trouver jusqu'à 45. Tu vois, en fait, et nous, on essaie plus de créer, notre noyau dur, c'est l'art de gérer l'interférence en étant capable des fois de maximiser ses points forts, minimiser ses points faibles. Et en fait, c'est toujours cette petite surprise. Par exemple, Romain, on le voit tous, on sait quand chest to bar, ça gaze.
Et là, il s'est fait surprendre sur 79 reps et même avec 39 reps à la fin. Oui. Et en fait, parce qu'on crée l'interférence à l'intérieur du WOD avec l'intensité, avec une petite interférence en plus sur la Madline ou autre, et qui fait en sorte qu'à un moment donné, cette série-là va être beaucoup plus dure que prévu, quoi. Oui. Voilà. Et pareil sur le Jackie Slate avec les 15 Ringemu à la fin. 15 Ringemu pour Romain ou un autre athlète, c'est rien en élite en tout cas. Et en fait, avec le cardio qui est un peu monté sur les shuttle runs, avec les doubles KB à tenir qui fatiguent la ceinture scapulaire, du coup, tu arrives sur les Ringemu, tu as les pecs qui sont un peu plus pris, qui essaient de stabiliser un peu plus parce que ta ceinture scapulaire peut plus le faire. Et du coup, des fois, le dips peut devenir un peu plus dur. Et tu crées la surprise un peu comme ça à chaque fois, quoi. Voilà. Clair. Et c'est eux qui ont le choix de rendre certaines choses difficiles. Et à la fin de la compétition, au final, c'est quand même moins impactant parce que tu as moins chargé spécifiquement un gros groupe musculaire et tu as l'impression que c'est un peu réparti de partout, quoi. Ouais. Donc, attends, du coup, je reviens juste sur la question de comment je choisis le truc. C'est que après, ça reste une passion. Et en vrai, je prends toujours, tu sais, j'ai dit, je fais pas trop de GHD à la maison ou quoi parce que oui, j'aime ça, mais c'est pas mon délire. Je fais ce que j'aime. Je pense que c'est comme ça que tu entretiens un peu le truc et que tu veux toujours continuer à aller à l'entraînement. Si tu vas à l'entraînement et que tu dis ah ouais, j'ai ça à faire aujourd'hui, je pense que c'est là où c'est pas ouf. Et vous les gars, Mika, comment tu relances les équipes déjà? Est-ce qu'il y a, tu t'octroies quand même un temps off? Je me rappelle de l'année dernière en 2024 où dès le dimanche soir, tu étais déjà en train de dire là, l'année prochaine, il y aura des gradins, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Tu t'octroies quand même un temps off pour dire ok, là, j'arrête de penser aux tables et on y pensera spécifiquement plus tard ou dès le premier soir, ça y est, ça revient et on est déjà dans 2026. Alors, le premier soir, cette fois-ci, non. Par contre, le lendemain, je vais être très franc, j'ai fait un point avec toutes mes équipes au bureau et on a déjà établi quelque chose dont on a en tête avec Jocelyn pour 2026. Ouais, faut savoir, je crois que le mardi, il y avait déjà les plans d'architectes qui étaient designés. Alors, le mardi, après la compétition. C'est vrai. Il y a déjà mes archis qui ont travaillé sur les plans de 2026 avec ce que je leur ai demandé le lundi. Le mardi, ils m'ont déjà dit, tiens, regarde, Mika, on a quelque chose à te présenter. Est-ce que ça ressemble à Lindal, du coup. Avec quoi tu dis? Iku Lindal. Ouais, au moins, ça bougera pas. Et c'est Amérique qui va être content. Mais donc voilà, on a déjà les plans concrètement de ce qui va se passer en 2026. Et on a appris en fait. Des fois c'est à chaud aussi, tu vois, c'est vachement bien parce que on a compris ce qui s'est passé aussi sur cette édition, les petits couacs qu'on a eu. Il y en aura tout le temps dans toutes les compètes, donc c'est pas un souci. Au contraire, faut faire avec et être encore meilleur l'année d'après. Et ben ça, on les a compris. J'ai réuni mon équipe, j'ai donné déjà le plan général de ce que j'aimerais pour 2026. Ils ont déjà travaillé sur, tu vois, du layout et on est déjà en train d'avancer dessus. Donc j'ai presque envie de dire, il y a pas vraiment de pause. Il y a juste que je sais que là, jusqu'au mois de fin août, tout début septembre, je peux un peu mettre ça de côté dans ma tête. Ça fait du bien aussi aux équipes, ça fait du bien à Joe, ça fait du bien un peu à tout le monde. La base, elle est donnée déjà, ok. Et septembre, eh ben, il y aura déjà de quoi travailler. On commencera pas à blanc déjà là. On sait déjà sur quoi travailler et ça nous permet d'enchaîner très rapidement. Mais c'est vrai que c'est un travail titanesque. C'est un travail titanesque. En fait, c'était CrossFit Games à toi. Ouais. Tu travailles toute l'année, bam, t'as l'événement, tu prends un mois de repos et tu reprends la saison. Mais vraiment, c'est ça. Ce qui m'a choqué un jour quand Mika me l'a dit, c'est que Mika, c'est quand même un gros entrepreneur, il a pas mal de sociétés, mais il m'a dit, des fois, ce qui me stresse le plus, c'est les affiliate battle. Oui, et ça, c'est quand même absolument incroyable. Voilà. Mais vraiment, c'est le cas. Et je pense que cette année, tu vois, c'est là aussi où tu te dis pourquoi je fais ça. Le pourquoi est encore un peu plus fort, tu vois, et petit à petit, d'année en année, tu t'affûtes en fait sur la réponse à ce pourquoi. Et ça montre aussi, si tu as une certaine capacité à réagir, que c'est vraiment un projet qui te tient à cœur de manière interne. C'est soit tu t'effondres un petit peu parce qu'il y a certaines choses, il faut savoir que tu arrives sur l'événement, tu es en principe sur site depuis à peu près 15-18 jours, tu as travaillé toute l'année, tu manges pas, tu dors pas trop, t'es absolument mort en fait et tu profites de rien. C'est ça qui est fou dans l'événementiel, tu profites de rien quoi. Chaque fois je perds réellement, c'est pas des bêtises, Jo le sait très bien, mais je perds 5-6 kilos en un week-end, en 4 jours, tu vois. C'est pas des conneries. Et tu dis voilà à quel point c'est stressant, alors que oui, je fais plein d'autres choses à côté qui sont censées être beaucoup plus stressantes et enfin tu vois, qui ont un poids un peu plus lourd que ça, alors qu'en vérité les affiliate battles, c'est ce qui me fait le plus stresser et c'est ce qui m'anime aussi finalement, et parce que c'est un vrai plaisir, tu vois, l'émotion que tu peux procurer aux gens à ce moment-là, c'est vraiment, il y a un vrai. Et puis cette année vraiment, il y a quelque chose qui s'est aussi passé, c'est ce côté encore plus humain avec les équipes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait où si on n'était pas tous soudés dans le staff, les bénévoles, ça aurait pu, tu vois, mal tourner. De fou. Mais parce que on a eu des gens incroyables, et bah du coup c'est soudé, on a su pallier à tout
et c'était nickel. Il y a aussi des super athlètes, forcément. Il y en a 90% des athlètes qui sont super et qui viennent te dire à quel point c'est incroyable. Et même pendant l'événement, ils te disent, mais j'ai jamais vécu ça, mec, et merci. Donc, tout ça fait que tu as envie de repartir sur une année, mais on se pose quand même la question quand après on retombe un peu, tu vois, on se dit, attends, ok, pourquoi? Les gens, c'est important qu'ils le sachent, ça, tu vois. Ouais. Que... C'est ce que tu disais tout à l'heure, Joe, où tu disais finalement, si quelques personnes, parce qu'il y a pas que moi du tout dans les compétitions, mais si jamais ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont peut-être pas aussi le retour, ne serait-ce que, alors financier, j'en parle même pas. En tout cas, pour nous, c'est pas le cas parce qu'on remet tout dedans. Encore une fois, c'est pas le but de l'événement. Il faudra qu'à un moment ou un autre, ce soit un minimum le cas parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais à aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc, la force qu'il faut quand même trouver quelque part, elle est la reconnaissance un minimum de l'événement que tu as fait par les athlètes, par l'aventure humaine de tes bénévoles, de tes staffs. Ça, c'est vraiment, vraiment important de mettre en avant. Et moi, je me suis encore plus rendu compte cette année, tu vois, tu le sais de base que ce que font les bénévoles, c'est incroyable. Mais tu vois, quand tu as plusieurs choses qui viennent un peu te perturber autour de toi, et comme tu l'as dit, tu te rends compte que ton équipe, elle reste ultra soudée, et tu as encore plus envie de leur rendre. Et je sais pas, moi, cette année, tu as toujours le regret, en fait, tu es sur les tables, et en fait, tu vois quasiment personne, tout passe ultra vite, t'as pas le temps de passer certains moments avec tes équipes, etc., alors que tu trouves que c'est des gens incroyables. Mais au final, sans se le dire, on le sait tous. Qu'on s'apprécie vraiment, tu vois. Et c'est ça la vraie force d'une équipe, tu vois. Tu vois les petites anecdotes où quand on a dû après avec l'arrêté préfectoral rentrer à l'intérieur sur le WOD, sur le snatch, mais ce moment-là où tu vas prendre tes équipes où déjà tu as mis une mise en place extérieure. Attention, les poids, faut y aller dehors. C'est vraiment les gars, c'est avec les diables, au soleil, diables, les machins. Il fait une canicule, il y a sa bouche dedans, dehors, c'est incroyable. Et t'as ton staff qui est en train de faire tout ça. Et là, tu vas devoir leur dire bon les gars, petite réunion, il faut qu'on reprenne tout, qu'on remette tout à l'intérieur. Donc là, t'as pas la boule au ventre, mais tu dis, bon, va falloir essayer de gérer ça. Mika, pas de souci, on y va. Go, allez, on commence par quoi? Ok. Vous faites ça. Il n'y en a pas un seul qui a fait, qui a râlé. Non, on y va. Les gars, merci. Mais heureusement que vous êtes là. Oui, parce que d'un coup, c'était comme une espèce de fourmilière qui se mettait en place à tirer les lignes. D'un coup, j'ai vu le camion arriver, là, le transpalette pour apporter les poids. Je me suis dit, mais attends, c'est ouf. Et puis personne qui râle, quoi. Et puis, il faut prendre ta décision. Excuse-moi, il faut prendre ta décision à l'intérieur parce que du coup, ce qui était fait pour l'extérieur, tu dois le ramener à l'intérieur, mais tu changes un peu les lanes, comment tu gères ton appel des athlètes pour qu'ils savent où se placer, etc., etc. Donc, tu as un paquet de choses qu'il faut remettre en place dans toutes tes différents staffs. Faut que la communication, elle soit optimale. Et je pense qu'on a réussi, je crois, à bouger de l'extérieur à l'intérieur en l'espace de 30 minutes. C'était fou. On a pris un tampon de 45, je crois, 1 heure. En même pas 30 minutes, on était déjà prêt. Et tu vois, la Team Bull, tu vas dans les couloirs. Des fois, t'as une nana de 30 ans, tu vois, faut s'en rendre compte, tu vois, qui est là avec un diable, avec des poids posés, avec la rampe par-dessus, qui attend comme ça parce qu'elle sait que quand ça va être le rush pour repasser, elle pourra pas le resoulever toute seule. Donc elle attend avec le diable à moitié posé comme ça, etc. Pendant quasiment 3-4 minutes. Et ensuite, boum, ça y va. Ensuite, il faut traverser les câbles, etc. Faut aller jusqu'à la ligne 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et c'est beau parce que honnêtement, ça, en tout cas, ce passage-là dont parle Joe, c'était prévu, c'était carré, tu vois. Et quand ça se passe comme ça et que tout le monde y prend un cœur, vraiment, c'était beau. On a une chose, par contre, aussi, où on l'a peut-être pas très bien géré, c'était pour les rampes. Ce va-et-vient de rampes où chaque catégorie devait avoir rampe, puis non, puis oui, puis non. C'était quand même assez fastidieux. Ça nous a mis quelques minutes dedans. Ça c'est le changement de cette année aussi. On voulait clairement avoir un floor beaucoup plus propre et pas stocker le matériel juste en dessous du public. Du coup, il a été stocké dans les couloirs. Et ça faisait quand même un beau déplacement. Les câbles à passer, où il y a une petite montée, passer en file indienne. Et ça, ils ont su vraiment bien le gérer à l'instant T. Et c'était vraiment beau à voir. Comment tu gères justement à l'approche de l'événement, arriver à quand même maintenir la barque sur les autres business et faire avancer les tables, quoi. Une fois, tu me disais que les tables, c'était vraiment, tu te levais le matin, tu pensais à ça, quoi. Surtout dans les mois qui précèdent l'événement. Comment tu fais quand même pour, assurer sur le reste? Bah, clairement, je sais que les 3 semaines qui précèdent les FS Battle, en gros, toutes mes autres affaires, je délègue plus que d'habitude. Okay. Je sais que là, je pourrais pas être là. J'ai la chance d'avoir aussi 2 associés qui sont juste incroyables, hein, qui m'aident tellement que c'est comme si c'était eux aussi qui avaient les tables. Enfin, c'est pareil pour eux. Donc, j'ai cette chance-là. Puis, j'ai un staff général dans mes bureaux qui peuvent prendre la relève pour moi. Donc, tu informes toutes les personnes avec qui tu travailles tous les jours que pendant 2-3 semaines, tu vas être sous l'eau et que ta priorité, ça sera clairement ça et rien d'autre. Je me vois vraiment des fois couper tout le reste pour être focus sur les FS Battle parce que sinon, je sais que ça se passera mal. Ou en tout cas, pas de la bonne manière. Et voilà, c'est une organisation. Mais quand tu le sais, tu peux l'anticiper et que tu as le staff pour, après, c'est à toi de le faire et de le faire correctement. Mais non, ça fonctionne. Mais oui, ça requiert de l'orga.
beaucoup d'orgas. Toi, Jocelyn, c'est pas trop dur aussi à l'approche de la compétition d'avoir de gérer quand même tout l'existant et de rajouter en plus le travail sur les tables? Mais ce que j'apprécie, c'est toujours pareil. En fait, tu dépends de ton équipe. Et en fait, il y a pas mal de personnes de l'ombre aussi dans les tables sur qui on peut vraiment compter. Et il y en a un qui est ici. Qui est parti. Qui est parti, mais voilà, qui fait un taf monumental. Ah ouais. Et Guillaume, vraiment, il est incroyable. Il est précis. Il est précis. Mais vraiment, comme tu dis, il n'y a pas que Guillaume, hein. Il y a beaucoup de personnes. Bien sûr. Et on pourrait pas toutes les citer, mais quand je le dis là, je sais qu'elles se reconnaîtront. Sans ces personnes-là, mais c'est fou. Et c'est pour ça que c'est pas réalisable facilement. Tu vois, personne ne peut dire demain, attends, j'ai un peu de rond, j'ai un peu d'envie, je vais essayer de le créer, puis ça va bien se passer. Mais alors, pas du tout. Mais bonne chance. Parce que ça s'arrête vraiment pas à ça. Pour pouvoir arriver à ça, 10 ans d'affiliates battle, bientôt, en tout cas l'année prochaine, ça va chercher dans des choses, mais des ressources humaines qu'on n'a même pas idée, vraiment. Oui. Des liens qui se sont créés avec des personnes, je pense à Pat, à Steph, Nico aussi maintenant, Elisa, mais tellement de monde. Je pourrais citer plus de monde là, mais voilà. Ouais. Justement, quand on parle de là, les 10 ans l'année prochaine, c'est une date phare quand même de C'est beau d'avoir une compétition qui a 10 éditions d'affilée, à part l'année Covid. Mais est-ce qu'on peut déjà parler de ce qui va se passer et surtout quelles leçons là vous prenez avec là on a quoi, on a 20 jours de recul sur l'événement. Quelles leçons vous prenez et vous emmenez en 2026? Personnellement, j'ai envie qu'on arrive à trouver des espaces-temps vraiment bien identifiés pour les bénévoles. Ouais. Par exemple, transformer cette soirée du vendredi soir où tu fais soir matin, parce que c'était dur pour les athlètes, mais la plupart des bénévoles ils sont partis sur les coups de minuit, revenus sur 6h30 sur site. Donc ils dorment à peu près 5h, 5h30. Et certains membres de la team build, quand il fallait tracer aussi pour le lendemain sur le floor, sont partis encore plus tard. Et peut-être même transformer en fait cette soirée où là tu vas créer un moment avec les bénévoles où tu vas WODer sur le floor, tu vois, pour terminer et tout de suite amener cette convivialité qu'on aime tous parce que ça passe vraiment, vraiment trop vite 3 jours. Ouais. Et après, bien sûr, ça, Mika, dès le lendemain. Et moi aussi, de mon côté, j'ai zoné tout le lundi sur le site pour me dire comment on peut faire pour l'année prochaine. Et c'est l'envie d'avoir encore plus de contrôle sur le floor. Ouais. Et en fait, c'est vrai que on s'est toujours projeté sur le fait d'avoir ce floor extérieur. Parce qu'a vécu Mika à Miami, aux Games, etc. Et parce que aussi, c'était un peu la signature des tables avec depuis 2016, avec cet événement extérieur, le Lader, la chaleur, etc. Mais en final, maintenant, on est tellement arrivé à des grandes attentes que du coup, faut augmenter aussi le contrôle sur ce qu'on fait. Je le mettrai. Donc là, à mon avis, il faut tout rentrer potentiellement à l'intérieur, le Parnasse avec le parc des expos et créer comme un seul univers avec une liaison entre les deux et faire en sorte qu'il y ait aussi des WOD dans le parc des expositions, peut-être un par jour par exemple, mettre les partenaires entre les deux et que des va-et-vient qui créent un petit peu cette communauté, ces échanges, etc. Et voilà, et au moins là, on contrôle tout. Le floor, on le contrôle, c'est plat, c'est du dur. Il n'y a pas d'événements météorologiques, le vent, la pluie, les partenaires s'il pleut, ils sont quand même à l'abri. Tout le monde est à 24 degrés. Au final, là, vous avez passé 45 minutes dans la zone échaud. Là, vous pouvez y passer quasiment la majorité de l'événement, tu vois. Ouais. Et en fait, tu fais des va-et-vient avec les WOD et tu fais une belle chill zone aussi à l'intérieur et voilà. Ouais. C'est quelque chose où on en a parlé donc avec Jocelyn, on a déjà donc parlé aux équipes pour qu'on ait déjà des plans 3D qui sortent. L'idée c'est d'avoir encore plus de contrôle et d'être assuré que le déroulement ne puisse que bien se passer et qu'il n'y ait pas beaucoup d'interférences possibles. Les interférences possibles, bien sûr, c'est la météo. Je suis très content parce qu'on a réussi à faire ce côté soirée, feu d'artifice, vraiment quelque chose de fort. Donc je suis content de l'avoir fait. Et pour cette 10e édition, on va contrôler encore un peu plus de choses. Par contre, je vois bien une entrée, tu sais, un peu quand tu vas à l'UFC ou quoi, où tu as d'espèces de gros logos énormes sur ta pelouse, tu vois, qui vient te dire, OK, c'est là que ça va se passer. Et peut-être que ce parvis du Parnasse servira simplement à ça, pour t'accueillir et te dire welcome, tu vois. Et tout ce qui va se passer derrière Parnasse et par des expos va être dingue. Et ça nous permettra, oui, de mettre plus de monde à l'abri à l'intérieur avec la clim au niveau du parc des expos. Les exposants, bien sûr. On a des demandes d'exposants très, très fortes, honnêtement. Cette année, on avait déjà bouclé certaines choses, donc j'ai pas pu accepter d'autres sponsors ou d'autres exposants qui voulaient venir. Et vraiment, j'avais de très, très, très forts exposants. Je peux pas en parler maintenant, mais ils seront donc sûrement là l'année prochaine. Et j'ai envie, parce que ça passe par là, en fait. Si vous voulez, ce que je disais, c'est que dans l'esprit, c'est de
aussi d'arriver à un moment ou un autre d'être au moins à 0 sur les FS Battle, ou si on gagne quelque chose, de pouvoir aussi en faire profiter les gens qui se sont donnés à 10 000%. Ça sera pas pour en mettre dans la poche, mais au moins que quand tu sortes de là, t'aies pas cette mauvaise sensation d'avoir tiré sur beaucoup de monde sans avoir pu leur apporter. Oui. L'aventure humaine est incroyable, mais un petit quelque chose aussi en plus. Oui. Tu vois. Part avec des souvenirs, quoi. Ouais. Et si jamais, tu vois, c'est pas de l'argent direct, je parle pas de ça, mais peut-être que grâce à ça, ça pourra être un souvenir qu'on pourra créer tous ensemble, que je pourrais mettre en place. J'ai plein d'idées pour ça. Ça peut être fou, hein. Et des fois, je peux vous parler d'un petit voyage ensemble, plein de trucs. Donc, et ça, j'aimerais arriver à le faire pour que quand j'arrête des AFS Battle, enfin, quand je finis une saison des AFS Battle, je m'en veuille pas de me dire, putain, c'était génial, mais qu'est-ce que je leur ai tiré dessus? Et je m'en veux, tu vois. Je pense à Marion, par exemple, elle se reconnaîtra dans le build. Bah, ça me fait la peine. C'est quelqu'un qui est, je passe ce message-là rapidement, mais c'est quelqu'un qui est magnifique, Marion, vraiment, qui nous aide depuis le début. Très belle personne. Et cette année, c'est la première fois que je la vois un peu en train de dire, putain, Mika, c'était dur, je sais pas si je serai là, quoi. Et ça, j'ai trop de mal à l'entendre, tu vois, ça me fait vraiment de la peine. Et donc, il faut qu'on trouve cette solution. Et cette solution, donc, c'est peut-être nous mieux s'organiser. Cette année, on a tiré dessus jusque vendredi soir tard. On a fait revenir le samedi matin tôt. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé. Que j'avais pas pris en compte à quel point ça allait être dur. Et donc, l'année prochaine, il nous faut ces solutions. Et donc, les exposants qui paieront, bien sûr, hein, leur participation. Ils seront très heureux de le faire parce qu'ils seront aussi gagnants dans cette aventure. Mais ça passe par là. Et donc, je pense qu'avoir un village partenaire digne de ce nom, encore plus fort, plus grand, plus à l'abri, ça sera une vraie force pour l'événement. Et puis voilà, on a de plus en plus de gros sponsors qui seront là. Ouais. Et cette année, c'était l'année de l'ouverture à l'international aussi. Ouais. Toi, Romain, pour toi, comment on attire des athlètes internationaux sur une compétition? Alors ça, bonne question. Je sais pas, c'est avec les athlètes qui parlent entre eux peut-être. Moi, c'est pas, enfin ça c'est plus perso, mais je trouve que franchement c'est la fête française, tu vois. Après, moi ça je te le vois en tant qu'athlète, en tant que Français. Vous en tant qu'organisateur, vous voulez peut-être plus du monde et que ça soit ouvert au monde, mais franchement franchement t'avais toute la France qui était là aux AFI. Ouais, c'est fou. Et tu vois, c'est aussi ce qui garde cette identité des AFI, je pense, c'est que c'est presque 100%. Après, t'as la Belgique qui est à côté, la Suisse, mais autrement, c'est 100% français. Et c'est stylé en vrai. Je trouve que c'est stylé. Et je te rejoins, Rome, parce que ça fait des années que je voulais ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte aussi que si on veut, j'ai plein de sponsors qui tapent à la porte, tu vois. Je sens que si jamais je veux juste pouvoir, l'événement est tellement devenu fou que j'ai des sponsors qui disent mais moi je veux, mais du coup par contre moi je suis américain, j'aimerais qu'il y ait des athlètes des États-Unis qui viennent, et donc il faut forcément que tu vois j'ouvre un petit peu ça non, mais c'est pour ça qu'on puisse faire grandir encore ça plus fort, mais je sais que je garderai ce cap de donner de l'émotion comme on le fait aujourd'hui, même si on a des athlètes étrangers, même si on a plus de monde. Ça bougera jamais, tu vois. Pour moi, vraiment, l'expérience athlète, elle est omniprésente, elle est nécessaire. Mais oui, je pense que pour attirer ces sponsors, pour attirer ce genre de personnes, il va falloir y passer, tu vois, vraiment ouvrir pour de. Ah oui, non, clairement. Ouais. Là, moi, je t'ai dit, je parle en tant qu'athlète, pas en tant qu'organisateur. Donc, tu sais, tu veux toujours garder un peu le côté. T'es le mieux, t'es le meilleur de ton pays parce que t'as tous les mecs en fait qui sont là. Aux AFI. Étranger qui débarque, ça vient un peu fausser ça. Voilà, on va dire ça. Ouais. Mais c'est ce qui, enfin, tu vois, on garde l'identité de la salle aux AFI, la France aux AFI. Mais du coup, si ça se trouve à l'international, feu. On aura connu à l'époque. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour l'échange. Quelqu'un a un petit mot de la fin? Qu'est-ce qu'on souhaite aux Affiliate Battle en 2026? Dalle en béton, du coup. Dalle en béton, t'inquiète pas. Mais non, on souhaite que ça continue sur cette aventure. Je souhaite remercier d'abord les équipes, Jocelyn qui a fait un travail mais hors du commun. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que une compétition, ça passe par une organisation, mais une programmation. Vraiment, c'est les deux d'abord aspects nécessaires pour que les athlètes y prennent leur pied. C'est ça d'abord. Et c'est un travail tellement dingue que je vois beaucoup de compétitions qui pensent pouvoir y arriver en faisant petite écriture lit là, mais c'est bon. Non, le travail il est conséquent. Je peux que le souligner. Donc bravo Jo, merci encore. Chaque année c'est fou. Donc je te remercie beaucoup. Et puis après bien sûr l'organisation elle est importante et je pense qu'on continuera à donner un grand kiff aux athlètes. Je remercie les athlètes aussi qui nous mettent des petits mots
sur les réseaux. Ça fait vraiment du bien à notre staff. Ça me fait plaisir à moi aussi, bien sûr. Hein. C'est nécessaire aussi, mais pour qu'on continue, comme le dit Joe, si demain on arrête, en fait, il y a plus. Simplement, en fait, ça s'arrête vraiment à ça. Parce que c'est pas une perte d'argent, on n'en gagne pas. Donc, en fait, on gagne rien à part ces émotions qu'on distribue. Oui. Et si on veut continuer de faire vivre le CrossFit en France, il faut que ça continue. Et du coup, le meilleur moyen, c'est de nourrir un peu cet ego de pas que de nous. Hein, je parle vraiment aussi de tous ce monde, ces bénévoles qui nous aident non-stop, de faire vivre tout ça. Donc, merci aux athlètes d'être présents. Merci de nous remercier aussi. Et puis on continuera à faire une édition dingue pour l'année prochaine. Ouais. On va bientôt. On mettra dans pas très longtemps sur les réseaux un peu à quoi ça va ressembler et ça va avoir de la gueule. Ouais. Bon, merci à vous pour ce moment. Les 10 ans. Que l'audience a kiffé. 10 ans. Ouais. Et puis à très vite tout le monde. Très vite, merci les gars.